Voilà. Donc après une première partie fort intéressante, un peu très pratique, je dirais, et où on a pu échanger aussi sur des cas concrets, très intéressants, sur des profils déjà d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs très différents. On va se tourner un peu vers le futur. Voilà. Comment ce statut va évoluer. Alors, juste un tout petit point historique. 2008, Salon des entrepreneurs, Hervé Novelli, il était à Nantes et c'est presque là qu'il a lancé ce statut qui était une vraie révolution à l'époque. Hein. On ne pouvait pas en France créer une entreprise, j'allais dire d'un seul clic, ou d'un seul envoi de papier pour ceux qui n'ont pas Internet. Voilà. 5 ans après, c'est un vrai succès. On ne peut pas dire autre chose. Avant le statut de micro-société, je crois qu'il n'y avait que 300 000 entreprises en micro-société. On est à 900 000. On a multiplié par 3 en 5 ans. C'est bon aussi pour les comptes de l'État. Hein. Ça a été aussi des ressources aussi, pour l'activité, pour tout le monde. Donc, un vrai succès. Comment le député Laurent Grand-Guillaume, qui a été appelé à la rescousse, on va rappeler dans quelles conditions, donc a fait un rapport fin de l'année dernière qui a été présenté, c'est ça, en décembre, hein, je crois. Voilà. Et en introduction, vous aviez mis un mot qui résumait un peu tout, du parcours du combattant au parcours de croissance. Je crois que là, tout est à peu près dit. Voilà. Donc, si on resitue un moment, il y a un an, on s'est dit il va falloir ce statut d'entreprise ou d'entrepreneur individuel, et on va voir que la notion est différente. Entreprise ou entrepreneur individuel n'est pas la même chose. En France, il y a quand même 4 statuts possibles. Voilà, qu'est-ce qu'il en est? On a commencé à regarder ça de plus près, à mettre ça un peu sur le papier, avec peut-être quelques difficultés, hein, d'où la fronde de la fédération. Nous avons, je vais vous présenter les gens qui nous ont accompagnés sur cette deuxième partie de table ronde. Et d'où le rapport express, hein, en 2 mois, vous n'avez pas dû chômer, vous allez nous le raconter. Voilà. Donc et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la commission actuellement économique est en train de débattre de ce rapport et des amendements de la loi, et la loi va être au Parlement 11 février, va commencer le 11 février, donc ça à suivre, hein. On peut le suivre en direct sur la chaîne Assemblée nationale. Je vous invite à le faire, c'est toujours très intéressant et c'est toujours passionnant. Pour cette deuxième partie, nous accueillons Jean-Luc Cadiot, vice-président de la Chambre du commerce et d'industrie de la Loire-Atlantique. Donc, le député Laurent Grand-Guillaume, donc rapporteur rapporteur, voilà, sur le statut d'auto-entrepreneur. À vos côtés, Monsieur Fourny, qui est président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Joël Fourny. À côté, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs, nous avions avant le représentant régional Grégoire Leclerc, voilà, et on l'a souvent vu habillé de jaune ces derniers temps, moins maintenant, hein, voilà. Voilà. Et nous avons donc le président de la boutique de gestion pour entreprendre Atlantique Vendée, nous avions le directeur Olivier Dosset, voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions Jean-Marc Ayrault vous a fait une lettre de mission pour vous demander le rapport. Et voilà. Est-ce qu'il fallait éteindre un incendie? Oui, prenez le micro. Ça marche, oui. D'abord, merci de m'accueillir ici, parce que c'est un grand plaisir d'être parmi vous, dans une ville et une agglomération qui est particulièrement dynamique, notamment pour ce qui est de l'accompagnement et de la création d'entreprise. Et puis on a rappelé les chiffres dans la première partie. Tout à fait, j'ai eu l'occasion de suivre un petit peu par Internet quand ça passait. Et, parce que dans un train, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que, en tout cas, la difficulté que j'ai eu à gérer, puisque effectivement, ça a été le temps, d'abord, 2 mois, après la présentation du projet de loi de Sylvia Pinel. Et dans le même temps, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la même table pour pouvoir débattre, confronter les points de vue, puisque moi je préfère toujours les micro-chocs, vous savez, à un macro-choc. Il vaut mieux se dire les choses sans tabou, les mettre sur la table et trouver les points de convergence plutôt qu'aboutir, comme on l'a vu ces dernières années, avec parfois des confrontations et des incompréhensions. Et donc on va dire que voilà, ça, à la fois la première difficulté, ça a été le temps, et la deuxième, ça a été au préalable, quand j'ai souhaité mettre en place une commission, puisque habituellement, si vous voulez un rapporteur,
entrepreneur auditionne individuellement en fait, des experts, des partenaires. Oui. Et moi, je me suis dit, je vais changer de méthode, je vais plutôt réunir tout le monde autour de la même table, tous les jeudis matins, et on va aborder sujet par sujet. Mais au préalable, j'ai reçu individuellement chaque représentant. Et là, je peux vous dire que bon, je me suis dit, ça va quand même être compliqué quand j'ai entendu les demandes des uns et des autres. Mais bon, malgré tout, justement, on a réussi petit à petit à converger, et j'en parlerai, vers des propositions qui vont dans le bon sens. D'accord. Donc justement, on va profiter, juste avant d'aborder vraiment le vif de sujet et de décliner tous les aspects. Quels étaient vos états d'esprit, les personnes qui sont autour de nous, avant les débats et quels sont vos états d'esprit, chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers, la fédération, sur ce statut et sur les projets qui se présentaient. On commence peut-être par la chambre de commerce et d'industrie. Oui, donc pour ce qui concerne la CCI, donc elle a travaillé avec M. Grand-Guillaume à toutes les réunions. Elle a participé activement. Pour ce qui concerne ma position CCI Nantes, parce que je le vis tous les jours au quotidien, je pense que M. Grand-Guillaume a fait un excellent travail, parce qu'il était grand temps de mettre de l'ordre par rapport à ce qui s'était passé depuis 5 ans. Je pense que les travaux qui ont été réalisés aujourd'hui vont permettre à ce statut, qui est aujourd'hui indispensable pour la création d'entreprise, de structurer le statut, de l'accompagner le mieux possible. Parce que je vous rappelle que pour être entrepreneur, c'est aussi un métier. Donc c'est d'abord bien maîtriser son savoir-faire et son savoir-être. D'abord, beaucoup d'entrepreneurs se lancent, il faut constituer une société, il faut aller au greffe du tribunal, il faut prendre un avocat, il faut prendre des conseillers. Ça coûte de l'argent et du temps. Alors qu'auto-entrepreneur, ça permet à une personne de tester son métier sans trop de contraintes et de voir si le concept va satisfaire à la demande de la clientèle ou de ses clients. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis aussi, c'est de savoir si cette personne a les capacités pour être entrepreneur. Après, maintenant, j'espère que les travaux qui ont été menés vont nous permettre aussi encore de mieux accompagner les entrepreneurs. Et je trouve que le travail avec cette fédération des entrepreneurs, Madame David, que je la vois qui s'investit, qui est auto-entrepreneur, qui est bénévole, je trouve que tout ce qui a été fait autour mérite une certaine attention. Pour ce qui concerne les CCI, là-dessus, on est très, très clair. Tout ce qui est dans la notion d'entreprendre, on est là pour accompagner, former, et ça, c'est très important. Les CCI sont même aussi demain et proposent que l'inscription soit gratuite, mais il y a des complications aujourd'hui, mais il faudra en parler plus tard. Voilà, vous pouvez garder le micro, on va y revenir. Donc, côté chambre de commerce, un état d'esprit plutôt constructif, positif sur l'évolution du statut. Chambre des métiers. Alors, bonjour à tous. Pour cette question, effectivement, je pense qu'on ne peut pas être contre le fait qu'on puisse entreprendre en France, et on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, il faut permettre l'entrepreneuriat de façon importante. Pour autant, et M. Grand-Guillaume le précisait tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas qu'on confonde non plus, et on parle bien du régime et non pas d'un statut, parce qu'en fait, les choses sont un peu différentes. En tout cas, moi, je pense que les choses avaient besoin de clarté. Je pense qu'on avait un certain nombre de dispositifs sur lesquels on n'avait pas suffisamment de précision quant aux réglementations, etc. Il y avait une distorsion importante entre ce qui existait auparavant et ce qui avait été notamment proposé par Novelli. Et d'ailleurs, moi, je remercie très sincèrement le gouvernement d'avoir donné cette mission à M. Grand-Guillaume, mais je pense que vous pouvez te féliciter notamment de la manière dont vous avez traité le dossier. Je pense qu'on peut considérer, et je crois pouvoir parler au nom du président Griset, puisque je suis aussi président de la commission économique à la PCM, et donc j'ai très souvent eu l'occasion d'échanger avec lui sur ce sujet, et on l'a abordé aussi en commission nationale, vous le savez. Je crois qu'il a été très, très content des échanges qu'il a pu avoir avec vous, et notamment de l'écoute que vous avez eue par rapport aux propositions qui ont été faites par l'Assemblée permanente des chambres des métiers. Moi, je crois qu'on va dans le sens d'une évolution plutôt constructive et où on va permettre aussi de pouvoir entreprendre dans de bonnes conditions. Je crois que quelqu'un qui a un projet d'entreprise, on ne peut absolument pas, stopper l'envie d'entreprendre. Bien au contraire, il faut l'accompagner. Et je pense que d'éclaircir un peu les choses et de donner quelques précisions et quelques aménagements autour de la loi qui se projette sur l'artisanat, je crois que ça méritait qu'on regarde précisément ce qu'on devait apporter comme précision sur la loi, et notamment par rapport à ce régime de l'auto-entrepreneur qui apportait à confusion.
et vous savez très bien qu'il a posé quelques problèmes particuliers, je dirais, notamment dans le domaine des métiers, parce qu'il y a une concurrence qui a été considérée comme une concurrence déloyale, mais peut-être parce que justement nous n'étions pas forcément sur les mêmes règles. Alors moi je dirais qu'aujourd'hui il faut permettre l'entrepreneuriat, il faut avoir une loi qui soit en accord avec tous les régimes possibles en termes de création, et permettre aussi aux créateurs d'être accompagnés dans les mêmes conditions, quelles qu'elles soient, dans le sens de pouvoir pérenniser aussi l'outil de travail. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si on souhaite créer en France des entreprises, c'est aussi dans l'intérêt d'apporter une valeur ajoutée et de dégager du chiffre d'affaires et de permettre aussi de travailler, je dirais, de façon continue sur l'emploi aussi. L'objectif, et je pense que le gouvernement, et Jean-Marc Ayrault l'a tout à fait précisé, qu'il était extrêmement important de pouvoir aussi aboutir sur de la création d'emplois. Et on ne peut pas être contre cela, bien évidemment. Et aujourd'hui, on doit renforcer cet accompagnement. Et Jean-Luc Cadiot l'a précisé tout à l'heure. Je pense que sur le territoire de Nantes, et notamment de Nantes Métropole, mais sur l'ensemble du département de la Loire-Atlantique, j'irais, on est relativement exemplaire, puisqu'en fait, on est en capacité avec BGE, mais également avec la CCI et la Chambre des métiers, et puis avec les collectivités locales, que ce soit Nantes Métropole ou la Carène, on a démontré très clairement que nous étions en capacité de pouvoir apporter, j'irais, un accompagnement spécifique aux créateurs au travers de l'opération supporter. Et je crois que c'est extrêmement important de se mettre tous autour de la table et de ne pas rentrer forcément en concurrence sur ce domaine-là, mais essayer de faciliter. Et quand vous faites état dans votre rapport de la volonté d'aller vers un guichet unique, c'est extrêmement important aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de partenaires sur lesquels, je dirais, le créateur n'a aucune visibilité. Il est perdu dans la nature. Et aujourd'hui, si on peut lui apporter, je dirais, des éléments qui lui permettent de pouvoir s'y retrouver, de pouvoir créer dans de bonnes conditions et d'avoir l'accompagnement au-delà de la création et sur une durée donnée pour lui permettre une évolution importante, et un développement de son entreprise. Parce que l'objectif, ce n'est pas simplement de créer, mais c'est bien sûr de développer. Donc je crois que là, moi je suis assez content du travail qui a été fait sur le rapport de M. Grand-Guillaume. Et je crois que pouvoir dire qu'aujourd'hui, on va même vers peut-être un statut unique qui pourrait être renforcé au titre de l'IRL, mais c'est un élément qui est extrêmement important. C'est à creuser. C'est vrai que voilà, le rapport est important, mais voilà, il y a quand même des sujets qui fâchent encore. Le bâtiment souhaite quand même, mais on va y revenir. Le bâtiment, vous savez, il est clair que nous avons un certain nombre de réglementations et de garanties à apporter aux clients. Et je crois que c'est là-dessus où il y a une incompréhension aussi. Voilà. C'est qu'on ne peut pas avoir des règles très différentes en termes d'assurance, de services à apporter aux consommateurs et de garanties à apporter aux consommateurs entre une entreprise classique et une entreprise d'auto-entrepreneur. Mais je dirais, moi je parlerais même de micro-entreprise, parce qu'en fait, quel que soit le régime qui est choisi, je pense que la règle, elle doit être la même pour tout le monde. Et on ne peut absolument pas dire, je dirais, à quelqu'un qui crée son entreprise, vous avez la capacité à pouvoir apporter un service aux particuliers sans avoir l'obligation de lui garantir le produit, etc. Et à côté de ça, demander à d'autres entreprises. Dans les évolutions, je pense que les droits dans les évolutions, les droits et obligations de mais je crois qu'avec la fédération, nous ne disons pas forcément. Enfin, vous ne dites pas le contraire. Au contraire, vous êtes tout à fait favorable pour aller dans ce sens. Dites-nous votre état d'esprit. On l'a vu, on a un peu vu votre état d'esprit de la fédération avant la nomination de Laurent Grand-Guillaume, parce qu'après, je pense qu'il y a eu un travail, effectivement, comme vous dites, autour de la table. Voilà. Mais avant, c'était un peu violent, mais peut-être avec des raisons. Peut-être nécessaire. Voilà. Oui, merci pour l'invitation. Effectivement, bravo à Frédéric pour le travail formidable qu'elle a fait pour rassembler cette table ronde et cette matinée. Effectivement, pour revenir un peu sur l'histoire, le nouveau gouvernement arrive en mai 2012 et très clairement, dès les premiers jours, on prend les devants et on contacte Sylvia Pinel, qui était notre ministre en charge, pour faire le point avec elle sur l'ensemble du régime de l'auto-entrepreneur. Et je pense que les choses étaient très claires et dans notre esprit et dans le sien. Le régime avait relevé quand même d'un véritable succès. Il y avait une vraie création, il y avait un vrai engouement, il y avait un vrai attrait. Comme le dit effectivement les deux présidents ici présents, il y avait... ça répondait à un besoin de création plus simple d'entreprise et donc de création de valeur. Et très rapidement, on se met d'accord avec la ministre sur le sujet en disant il n'est pas impossible de faire évoluer encore un peu ce dispositif parce que rien n'est parfait, surtout du premier coup.
Et il y a des choses à faire en termes d'accompagnement, en termes de qualification et d'assurance, point sur lequel je suis totalement d'accord avec vous. Et je vous propose, comme à chaque fois, je lui dis ça, qu'on commande, que vous commandiez, parce que c'est vous qui êtes ministre, un audit sur le régime de l'auto-entrepreneur pour qu'on ait un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis ces 4 premières années. Chose qui a été faite et qui a permis la naissance du premier rapport sur l'auto-entrepreneur de l'Inspection générale des finances en avril 2013. Et en réalité, c'est là où les choses se sont envenimées. Alors pourquoi les choses sont envenimées? Parce que, et c'est, je crois, la grande différence entre ce qui a pu être fait avant et ce qui a été fait après la mise en place de la commission Grand-Guillaume, c'est la méthode. Ce que l'on a beaucoup regretté, et la raison pour laquelle on était un petit peu furax dans cette démarche que l'on a regretté, c'était l'absence de méthode consultative autour d'une table ronde pour confronter, point après point, l'ensemble des points d'incompréhension ou peut-être des points de blocage qu'il pouvait y avoir entre, disons-le clairement, les artisans du bâtiment d'un côté et les représentants des auto-entrepreneurs de l'autre, qui s'affrontaient sur des points d'ailleurs un peu de détail, mais comme je le dis souvent, le diable est dans les détails. Et au final, ça a donné lieu quand même à un projet de loi sur lequel on était totalement en désaccord, puisqu'il amorçait, d'après nous, une remise en cause du régime, dont je rappelle en permanence qu'il repose comme un trépied sur 3 pieds, hein, l'absence de TVA, une simplicité de création, notamment à l'inscription du régime, et enfin l'absence de charges quand on ne fait pas de chiffre d'affaires. Voilà. Et dès lors que l'on casse ce dispositif en le limitant dans le temps ou en mettant en place des plafonds de chiffre d'affaires beaucoup trop bas, on est en décalage avec l'idée principale créée par la loi de 2008, et donc on rentre en confrontation. Voilà. À un moment donné, c'est la confrontation. Bon, c'est dommage, on en est arrivé là, et heureusement, la porte de sortie, je crois, a été toute trouvée avec Laurent Grand-Guillaume, qui a fait un travail excellent, mais je vous laisse en reparler. D'accord, ok. Juste un petit mot, la petite question sur cet état d'esprit, pareil, avant de rentrer. Sur l'état d'esprit ? Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous étiez, vous aviez envie que ce statut évolue ou non? Vous étiez. Écoutez, déjà par principe, je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas eu un état d'esprit constructif. À partir du moment où on défend un métier et où on, je dirais même au-delà de défendre un métier, où on milite pour une cause, donc qui est celle effectivement du développement, de la création d'entreprises, etc. On accepte effectivement de s'engager dans des débats et dans des discussions pour pouvoir les faire s'améliorer. Donc je pense que, parce que malgré tout, il n'y a qu'à travers le débat qu'on parvient à améliorer les choses. Donc évidemment constructif, je dirais peut-être même d'autant plus que parmi les origines de nos philosophies, les boutiques de gestion au milieu des années 70, il y avait le slogan « Entreprendre autrement ». Donc à partir de là, toute réflexion qui nous permet effectivement de développer cet entreprendre autrement, qui va d'ailleurs au demeurant bien au-delà de la seule problématique des statuts, qu'ils soient juridiques, fiscaux, sociaux ou autres, mais aussi comment aussi on crée des gestes économiques nouveaux, comment on crée des relations professionnelles, économiques nouvelles, etc., comment on établit des réseaux et autres. Donc voilà, tout ça effectivement fonde la démarche. Donc plutôt positif dans l'état d'esprit. Juste, même si notre débat n'est pas encore lancé, un petit regret peut-être, je le pointe, mais avec beaucoup d'affection et de confiance quand même. Je veux dire, qu'on ait intitulé la démarche, une fois de plus, du parcours du combattant à quelque chose. Bon. Ah, c'est le slogan. Ouais, donc c'est un slogan. Donc c'est un slogan. Ce que je regrette, c'est que ça alimente une fois de plus un petit peu quand même la mythologie un peu facile du chef d'entreprise, cow-boy solitaire, s'éloignant au milieu des difficultés vers le soleil rayonnant. Il y a quelque chose quand même sur lequel il faut faire un petit peu attention. Il y a des mythologies comme ça derrière, et je pense que la simplification fait aussi partie de la mythologie. Il faut faire très attention quand on manie ce genre de choses, parce que derrière, il y a son pesant de démagogie potentielle. Il y a son pesant de biaisage de réflexion, et je pense qu'il faut être assez attentif. Voilà, j'entends le slogan, je pense qu'il faut être prudent sur ce qu'on appelle la simplification. Si on appelle la simplification le fait qu'on peut tout faire, tout et n'importe quoi sans règles, parce que le monde doit fonctionner comme ça, je pense qu'on peut s'interroger. La présence de règles, c'est absolument nécessaire pour un monde qui se veut développé et civilisé. Par contre, après, effectivement, ça peut créer une complexité. Mais nous vivons dans un monde complexe. À partir de là, la responsabilité d'un chef d'entreprise, c'est d'appréhender cette complexité. Il peut se faire accompagner pour ça.
Et justement, donc, je pense que les premières discussions lors de ces jeudis qui ont été intenses, je crois qu'en 2 mois, je pense que ça a beaucoup travaillé. Voilà, les premières, qu'est-ce qui s'est vraiment imposé? C'est-à-dire que tout de suite, vous avez vu qu'il y avait ces 4 statuts qui existaient d'entreprise. Vous avez tout de suite remis le débat sur l'entreprise individuelle. Vous avez senti qu'il fallait clarifier là. Il y a des choses qui se sont imposées. On parlera forcément des choses qui sont plus compliquées et qui vont faire l'objet des débats. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à ce jour qui s'est vraiment fait un consensus Après, si vous voulez, c'est pas justement une question de slogan, c'est que moi, j'avais été à une époque formé par un manager qui m'avait expliqué que quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer de monde. Voilà. Et on était typiquement dans cette situation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, on a eu donc d'abord l'EURL, ensuite il y a eu bien sûr l'EI, l'EIRL, etc., des régimes donc, qui se sont superposés, dont notamment le régime d'auto-entrepreneur qui est venu après. Et d'ailleurs, j'avais rencontré M. Novelli à plusieurs reprises pendant le travail, tout simplement pour qu'il me donne aussi son regard par rapport à ce qu'il avait pu faire et puis le regard qu'il portait aussi lui-même sur les évolutions. Et donc à partir de là, je me suis dit, mais en fait le problème, ce n'est pas de restreindre les uns les autres, mais c'est en fin de compte de simplifier, effectivement simplifier la vie pour tout le monde et donc de partir de ce qui fonctionne pour le généraliser. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir auto-entrepreneur, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de dire qu'est-ce qui fonctionne dans chaque régime, qu'est-ce qui fonctionne dans chaque statut, et quels sont en fait les besoins, en quelque sorte, des entrepreneurs, et qu'est-ce qui est favorable, et quel écosystème entrepreneurial est favorable pour leur développement. Et il y a eu une intervention qui a été déterminante pour la mission, dès la première réunion, ça a été celle justement d'Alain Griset, qui a peut-être parlé justement de sémantique à un moment donné, mais qui a utilisé les bons mots, en rappelant qu'on parlait bien du statut juridique des entrepreneurs individuels et des régimes fiscaux et sociaux. Et à partir du moment où on a engagé ce débat sur cette distinction, on a pu aussi le mener au bout. Pourquoi ? Parce que souvent, on parle, mais même moi, ça m'arrive aussi de dire le statut d'auto-entrepreneur. Alors c'est vrai que ça peut donner un statut dans la société, ça c'est vrai. Mais par contre, ce n'est pas un statut juridique. Le statut juridique, c'est entrepreneur individuel. Et qu'à partir du moment où on se dit justement qu'on va essayer de simplifier les statuts juridiques pour protéger l'entrepreneur, et notamment à travers l'affectation de son patrimoine, je pourrais y revenir, et la distinction entre ce qui reste dans l'entreprise pour le développement d'entreprise au niveau des revenus et ce que l'entrepreneur tire pour lui-même comme revenu. Voilà. Ce qui permet d'avoir une fiscalité différente et donc de favoriser la croissance d'entreprise. Et bien, après, on a pu se déporter aussi sur le débat des régimes fiscaux et sociaux. Et donc, pour cette occasion, on a invité des experts, alors, du ministère de l'Économie et des Finances, de différents services, que ce soit aussi les experts comptables, etc., etc. Et donc, on a pu cheminer justement vers des propositions de régimes fiscaux et sociaux simplifiés. Voilà. Et on a pu mettre sur la table aussi quelles étaient les différences, parfois les oppositions, et comment, en même temps, faire converger tout le monde vers des systèmes simples et qui bénéficient à tout le monde. Voilà. Alors on y va. Les amendements qui vont être présentés le 11 février, qui sont débattus actuellement en commission. Est-ce qu'on peut dire qu'on est d'accord que le régime social fiscal simplifié, c'est ça qui doit perdurer ? C'est-à-dire, est-ce que l'idée d'une entreprise individuelle simplifiée, ça y est, fait son chemin, on y va, ou c'est un peu tôt, il va falloir encore un petit passage où on peut passer de 4 statuts à un seul, ce qui serait assez sympathique quand même. Si vous voulez, ce que j'ai proposé, c'est d'abord, en fin de compte, qu'on sorte du débat sur la baisse du seuil. Pourquoi ? Parce que dire qu'à partir d'un certain seuil, on limite dans le temps, en fin de compte, ça ne résout le problème pour personne. Pourquoi ? Parce que même si c'était une solution qui a pu être discutée avec tous les acteurs à un moment donné, même si tout le monde n'était pas d'accord, c'est qu'au bout de 2 ans, d'abord, qui vérifie qu'on dépasse ce seuil ? Qui vérifie au bout de 2 ans qu'on a atteint les 2 ans ? Et ensuite, qui vérifie, et personne ne peut l'empêcher, que la personne n'arrête pas pour recréer le même régime, puisqu'en fait, rien ne l'empêche. La liberté d'entreprendre n'est pas inscrite dans la Constitution française, mais il y a souvent des décisions rendues par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'entreprendre. Donc, premier problème. Donc, pas de baisse des seuils. L'amendement, donc c'est l'article 12 du projet de loi sur cette question des seuils, a été donc supprimé et remplacé par un nouvel amendement. Donc, il n'y aura pas de baisse des seuils ni donc de limitation dans le temps. C'est 80 000 pour eux, voilà, c'est 80 000 pour 32 800 et 80 500. Pour les services et 80 000 pour voilà. Tout à fait, en fonction de la nature de l'activité. Ouais. Et donc pas de baisse des seuils. Par contre, ce que moi j'ai proposé avec donc les membres de la commission, c'est de fusionner 2 régimes. Le régime d'auto-entrepreneur et le régime du micro-fiscal. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont aujourd'hui au micro-fiscal, il y a 40% des artisans hors auto-entrepreneurs qui sont en micro-fiscal, ce qui est énorme. Par contre, il y en a peu dans le bâtiment, où c'est un secteur dont on pourra parler également. Eh bien, l'idée, c'est de les fusionner en un seul régime au 1er janvier 2015. Et donc, le gouvernement a repris cette proposition
et donc a présenté un amendement qui a été adopté et qui a remplacé l'article dans lequel il y avait, vous savez, cette baisse du seuil avec limitation dans le temps. Donc, et comme ça a été voté donc, mardi soir en commission des affaires économiques, c'est intégré à la loi, et donc c'est le texte sur lequel nous allons débattre dans l'hémicycle. Voilà, c'est déjà, on va dire, un acquis important. Et donc cette fusion des régimes, par contre, elle demande un peu quelques mois pour être appliquée, puisque 1er janvier 2015, puisqu'il y aura des modifications de calcul, etc. Et comment donc justement on fait pour réunifier ces deux régimes? Donc ça a appelé d'autres amendements qui ont aussi été adoptés. Il faut d'abord qu'il n'y ait plus de minimal pour ceux qui sont aujourd'hui au microfiscal, parce qu'en fait il y a une minimale. Je rappelle, c'est 1 650 € peut-être pour les commerçants, ça doit être 1 750 je crois pour les artisans, enfin il y aura une différence. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas de minimal. Par contre, on pourra choisir en gros d'en payer une si on le souhaite, notamment pour ses droits à retraite. C'est-à-dire en fin d'année, vous aurez par exemple une lettre qui vous dira, voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc payer donc une minimale et en même temps ainsi valider des trimestres pour votre retraite. Ce qui est, à mon avis, aussi un acquis important parce que si on a la capacité de le faire, pourquoi ne pas le faire? Parce qu'il faut penser aussi à l'avenir. C'est un peu nouveau parce que même si on n'aime pas les slogans, moi, en tant que journaliste, on les aime bien. L'auto-entrepreneur, c'était j'ai pas d'activité, j'ai 0 charge, je fais pas. Donc là, il va falloir aussi travailler sur ce chose-là. Ça va être un peu nouveau pour certains. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, donc, comme je dis, on met tout le monde sur le même pied d'égalité du point de vue des minimales. En même temps, pour permettre, on va dire, ce franchissement, d'où le parcours de croissance. C'est pour ça que, et d'ailleurs c'est une expression qui avait été utilisée par Adrien Sergent, vous savez, des Poussins, avec qui je discutais, puisque lui était à Marseille, il ne pouvait pas se rendre à la commission, donc on échangeait régulièrement par téléphone. Hein. Donc voilà, et il m'avait parlé de parcours de croissance, j'ai trouvé que l'idée est intéressante. Pourquoi? Parce que le franchissement aujourd'hui d'un régime d'auto-entrepreneur ou de microfiscal au régime réel est difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a la franchise de TVA. Vous passez d'un monde où il n'y a pas de TVA à un monde où il y en a une, les amortissements, la comptabilité, et également un autre frein qui peut en être un, c'est vous passez d'un monde dans lequel vous n'avez pas de minimale à un monde dans lequel vous en avez une. Voilà. Et donc l'idée que j'ai portée et qui est aussi reprise par un amendement, c'est qu'on baisse la minimale au régime réel, donc qui passerait donc à 950 € au lieu de environ 1700 €. Donc il y aura une baisse des minimales. Ce qui fait que, alors, pour les mêmes droits, donc il y a un coût pour les finances publiques qu'on assume. Voilà. Et je crois qu'il est important de l'assumer pour toutes les micro-entreprises. Et donc l'idée, c'est de permettre ainsi à l'entrepreneur de se dire, bon, si je passe dans cet autre monde, en fin de compte, j'aurai des différences, mais elles ne seront pas si grandes. Voilà. Parce que ça peut être un frein aussi. Parce que le frein, souvent, il est plus aussi, parfois, on va dire, dans l'idée, en se disant, oulala, ça va être compliqué, genre de la comptabilité, genre des minimales importantes. Donc cette idée, c'est de rapprocher les choses. Par contre, sur la franchise de TVA, la difficulté, c'est quoi? C'est que la franchise de TVA, elle est indépendante des régimes. Si on baisse la franchise de TVA, le seuil de franchise de TVA, il s'applique à tous les régimes. C'est un sujet européen. La France, elle a un régime qui est, on va dire, plus intéressant de ce point de vue-là que bien d'autres pays. Donc on sait comment on ouvre ce débat. Par contre, on ne sait pas forcément comment on le ferme. Et donc la difficulté de ce débat, on peut très bien nous dire au niveau européen, bah, écoutez, oui, il faut la baisser, mais vous la mettez à 10 000. Mais on percuterait aussi tout le monde, autant celui qui est au micro-fiscal, qui va être artisan, que celui qui est auto-entrepreneur. Donc on comprend bien que cette franchise TVA, c'est quand même malgré tout quelque chose de simple. On parle aussi de non-assujettissement à la TVA, justement, en ne parlant pas de franchise, peut-être qu'il y a peut-être des solutions. Enfin, là, ça va être le cœur des débats. Hein. Là, c'est pas tranché. Hein, par contre, une piste que j'évoque dans le rapport et qui me semble intéressante, et ça peut être quelque chose aussi à travailler pour le futur, c'est que je dis, mais pourquoi ne pas s'inspirer de l'exemple espagnol, notamment des autonomos, où en fait, vous n'êtes pas taxé sur le chiffre d'affaires, mais sur une marge brute, vente moins achat. Ça oblige en quelque sorte aussi à mieux calculer ses prix. C'est-à-dire vous commencez, vous faites vente moins achat, vous êtes taxé sur cette partie, sur cette marge brute, et en même temps, ça vous oblige aussi, vous-même, à acheter vos marchandises. Je rappelle que le rapport Kaltenbach, par exemple, sur les auto-entrepreneurs, qui est un sénateur que j'ai rencontré aussi, disait et dénonçait, on va dire, une dérive qui peut exister dans le bâtiment, il faut le reconnaître, c'est que parfois certains font acheter la marchandise par le client directement pour pas gonfler le chiffre, et donc en même temps, voilà. Bon. Mais c'est pas tellement le problème en fin de compte. Le problème, c'est que le calcul des prix qui se fait aussi, il n'est pas très bon pour la durabilité de l'entreprise. Hein. Et parce qu'il faut bien calculer son prix aussi de rentabilité, le point de rentabilité. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire aussi que le problème, c'est que l'entreprise individuelle, on va parler plutôt, vous avez bien compris qu'on est au-dessus de l'auto-entrepreneur, là actuellement, on est sur l'entreprise individuelle.
il y a des profils très différents dans des activités différentes. Donc il va falloir, c'est là où ça, parce que avant l'auto-entrepreneur, on se mettait, puis voilà, tout le monde était au même régime. La fronde un peu des bâtiments. Est-ce que là, on comprend qu'il faut aller plus loin et qu'il va falloir un peu préciser par rapport à des activités? Est-ce que l'activité, ma question aussi, c'est l'activité principale et l'activité, là, on a eu des cas tout à l'heure, d'activité très secondaire. Voilà. Est-ce que ça aussi, ça va? Comment vous allez vous en sortir de ça? Sur les activités principales et secondaires, donc on garderait le même régime. Donc, comme je l'ai dit, un seul régime fusionné, micro-fiscal et auto-entrepreneur, les mêmes règles pour l'activité principale et secondaire, les mêmes seuils. Par contre, je reviendrai sur l'accompagnement. Mais ce sur quoi il faut intervenir quand vous parlez d'activité, c'est par contre ce qui a été abordé par Monsieur le Président de la Chambre des métiers, c'est la question des qualifications, de l'assurance et donc de la protection du consommateur. Moi, j'avais ce regard par rapport à la protection du consommateur parce que j'ai été rapporteur pour avis de la loi sur la consommation, qui comporte pas mal de mesures qui touchent aux droits des consommateurs. Et en même temps, si l'on veut, là aussi, de l'équité, tout simplement, il faut qu'on soit tous soumis aux mêmes règles, c'est normal. C'est déjà le cas dans les textes. En même temps, dans la réalité, c'est toujours un peu compliqué. Sur la vérification des qualifications, sur la vérification que la personne a bien une assurance qui va protéger le consommateur. Ça, c'est 2 points importants. Sur la formation, je pourrais y revenir. Pourquoi avoir dit ceux qui veulent devenir artisans, ils doivent passer un stage préparatoire à l'installation, ce qu'on appelle le SPI dans les chambres des métiers, et pas l'auto-entrepreneur. Alors que quand vous êtes demandeur d'emploi, par exemple, et vous créez votre structure, vous pouvez avoir une prise en charge. Pourquoi avoir créé cette différence à la base, en fin de compte? On peut se demander. Nous, par contre, ce qu'on dit, c'est que oui, quand on veut devenir artisan, il faut faire ce stage. Par contre, il faut peut-être qu'il évolue, c'est-à-dire qu'il soit plus individualisé en fonction des parcours. Regarder le coût, si effectivement, c'est 150 €, je crois environ, en fonction des départements pour ce stage. Donc, voir si ça peut baisser. Enfin, bon, question, je rebondis. Question pour les chambres consulaires, chambres de CCI, chambres des métiers. Vérification, qui fait quoi? Parce que là, c'est du boulot, de vérifier les diplômes, voilà. On n'a pas parlé de la responsabilité civile professionnelle aussi, qui n'est pas obligatoire aussi, voilà. Vous êtes prêts, les chambres, vous êtes prêts à faire quoi? Parce que quand même l'État, sur la vérification des diplômes et je dirais des qualifications, on le fait déjà parce que lorsqu'il y a forcément inscription au RM, il y a une vérification qui est effectuée. D'ailleurs, donc elle existe. Elle existe. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit M. Grand-Guillaume sur notamment l'obligation du stage préalable à l'installation sur le SPI. Il faut le rendre, je dirais, peut-être obligatoire pour tous les créateurs, mais pour autant, il faut l'aménager, effectivement. On peut avoir des approches un peu différentes entre une personne qui fait une reprise d'entreprise ou dans le cadre d'une transmission d'entreprise. On n'a certainement pas le même niveau de formation à apporter par rapport à un auto-entrepreneur ou par rapport à une micro-entreprise. Donc, mais je vous dirais, la Chambre des métiers de Loire-Atlantique le fait déjà. On a quelques aménagements avec des modules très différents qui sont donc proposés aux créateurs. Et donc chaque créateur peut s'inscrire totalement en fonction du besoin et en fonction de ce qu'il attend réellement. Et je crois qu'il faut qu'on permette ça. Donc en termes de modules, en termes de contenu, mais également en termes de tarification. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut permettre aussi l'accessibilité au moindre coût. Nous proposons en Chambre des métiers de Loire-Atlantique un module spécifique auto-entrepreneur, à un coût moindre, parce que je crois que c'est de l'ordre de 60 € ou 75 €. Bon, il a augmenté. Mais malgré tout, je dirais, par rapport au coût qui peut paraître, je dirais... voilà, mais bon, 75 € où on vous donne la partie basique sur notamment des obligations en termes de gestion, etc. Je crois que c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant parce qu'un créateur, il faut aussi qu'il soit en capacité de pouvoir faire un calcul de prix de revient. Et vous l'avez très bien dit, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un regard sur, en termes de rentabilité de l'entreprise. Donc, et que ce soit dans une activité principale ou complémentaire, je pense qu'à chaque fois, on a besoin d'avoir un regard précis sur le côté économique des choses. Je me mets juste à la place de notre auditoire. C'est que tout à l'heure, on a vu qu'il y a plein d'accompagnements qui existent déjà. Donc, il va falloir aussi, si on simplifie, il faut peut-être simplifier de ce côté-là, parce que ceux qui seront obligatoires, facultatifs, voilà. La fédération là-dessus, vous avez, je crois, vous êtes assez clair. Alors, on est assez clair on essaie de prendre un peu de hauteur par rapport pas par rapport au patchwork de formations qui peuvent exister, qui sont toutes de bons ou de très bons niveaux et qui permettent effectivement, en fonction des besoins et des métiers,
d'apporter le vernis ou la formation indispensable. Précis sur l'activité, sur le sur profil. l'indispensable Voilà. et voilà, Okay. sur la gestion notamment. L'esprit de la loi, encore une fois, c'est quoi? C'est de ne pas rajouter de nouveaux freins à la création d'entreprise. Je crois que, et c'est là où de toute façon on sera toujours en veilleur par rapport à l'idée de départ. Je pense que le législateur de 2008 n'a pas changé par rapport au législateur d'aujourd'hui, même s'il a peut-être changé de majorité, mais en tout cas dans l'esprit il n'a pas changé. L'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que le créateur doit pouvoir se lancer dans le grand bain de la création le plus simplement possible. Qu'il y ait un stage obligatoire pour quelques activités, why not? Mais pourquoi pas? Excusez-moi. Mais il faut qu'il soit extrêmement léger, il faut qu'il soit le moins cher possible, et il faut surtout qu'il soit totalement revu par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui comme stage préparatoire d'une semaine, avec typiquement un cours sur la TVA. À quoi ça va servir à l'auto-entrepreneur qui est en franchise en base? Complètement. Je me pose la question. Oui. Donc, si vous voulez, après, on peut construire avec tous les acteurs locaux qui font un travail extraordinaire pour apporter, je pense, au fur et à mesure du parcours de croissance de l'auto-entrepreneur, des modules gratuits, payants, financés, pas financés, volontaires ou pas, pour qu'il acquiert au fur et à mesure du temps, avec son expérience et avec la formation, un savoir-faire de plus en plus charpenté et qui donneront demain des patrons de 10 ou 20 salariés. On a des exemples. Voilà. La CCI là-dessus, vous êtes... Oui, donc on partage également l'avis de la fédération, c'est d'accompagner les autres entrepreneurs sur la formation avec des modules spécifiques qui sont gratuits ou payants, suivant les cas de figure. Mais je pense que la priorité, c'est surtout de bien initier et d'informer l'autre entrepreneur sur les risques de son métier, à un moment ou à un autre, de bien l'informer et le former, anticiper. Par exemple, je comprends un peu aussi la Chambre des métiers. Si demain, vous êtes client d'un autre entrepreneur, la concurrence, elle doit être saine et libre entre les artisans, les autres entrepreneurs. Mais, comme le disait tout à l'heure le député Guillaume, en face, il faut respecter le client. Et je pense que c'est très important que l'autre entrepreneur il fasse une réalisation de travaux et que si demain, il y avait une grosse problématique, il faut qu'on puisse y remédier par l'intermédiaire d'une assurance. Et ça, il faut bien informer là-dessus. Ça, pour moi, c'est primordial. Par contre, aussi, on doit apporter une formation ou de l'information pour l'évolution quand la structure grandit et évolue, pour que cette personne puisse évoluer vers une structure beaucoup plus aménagée juridiquement par une société unique. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Comment vous allez sentir les débats là-dessus quand même, parce que ça va être un peu complexe, là, peut-être à mettre en place, peut-être. Hein, les amendements, ils ont été adoptés sur cette partie-là aussi. Hein, il y avait une autre mesure d'accompagnement que je proposais, qui là, par contre, n'a pas encore été adoptée, mais on va la représenter dans l'hémicycle. C'est sur l'accompagnement à partir justement du niveau de 19 000, 20 000 euros. Pourquoi 19 000, 20 000 euros? Parce qu'à partir de ce seuil, on va dire, vous devez commencer à vous poser des questions sur ce que vous payez, notamment comme impôts, comme taxes, comme cotisations, sur du chiffre d'affaires par rapport à ce que vous allez payer sur du bénéfice quand même, parce qu'il y a un changement d'assiette au réel. Et pour ce faire, nous, avec d'autres, ce que je proposais, c'est qu'il y ait donc un suivi par un OGA, un organisme de gestion agréé, ou quelqu'un qui est détenteur d'un certificat fiscal, mais avec par contre une prise en charge, pour pas que ça fasse un coût supplémentaire pour l'entrepreneur, avec un rendez-vous une fois par an, par exemple. Ce qui permettrait tout simplement déjà d'habituer l'entrepreneur à avoir une mini-comptabilité, des conseils, etc., mais sans que ça représente une charge pour lui. Parce que c'est vrai qu'il y a la question de la charge. Et le coût, par contre, de cette proposition, elle est de 30 millions d'euros au niveau national, vu le nombre de personnes qui seraient concernées. Donc ça a un coût. Et donc on est encore en train de négocier pour essayer de faire avancer cette idée. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs effectivement d'accompagnement qui sont très compétents dans tous les domaines. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'il faut qu'il y ait de la cohérence. Et moi ce que j'ai proposé, c'est qu'il y ait donc une charte dans chaque région. Comme ça existe par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, peut-être dans votre région aussi, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de vérifier dans toutes les régions de France, mais un plan de création et de transmission des entreprises qui permettrait de réunir tous les acteurs de l'accompagnement et de dire voilà, nous dans notre région, voilà la sociologie en gros des entrepreneurs. Ils sont plutôt jeunes ou moins jeunes, etc. On a déjà les supporters, donc de la charte peut en découler. Il y a déjà des analyses, il y a déjà des chiffres là-dessus. Et donc de dire voilà, dans notre région, nous la priorité c'est ça. Et donc, ensemble, on va construire justement des politiques de création et de transition des entreprises, mais en cohérence, voilà, dans l'indépendance de chacun. Ce n'est pas l'état de dire, il y en a un qui décide et puis les autres exécutent. C'est plutôt dans le cadre d'un partenariat avec aussi les régions qui, dans le domaine du développement économique, ont un rôle important. On va rester un peu sur la fiscalité, CFE. Allez, allons-y. C'est un gros dossier. On resitue un peu. Les micro-entreprises n'étaient pas assujetties à la taxe professionnelle, anciennement. CFE, on est d'accord. Depuis la création, normalement,
tout entrepreneur que vous êtes, avant 3 ans, vous n'avez pas de CFE. Depuis 5 ans, personne n'a jamais eu de CFE. Voilà. Là, je dirais que est-ce que c'est quoi quel problème et voilà comment on va faire. On connaît le problème de la CFE, donc voilà. Est-ce que vous pouvez continuer sur le. Je vais dire ce que je pense sur la CFE et ce qui est possible de faire. Voilà. Ce que j'en pense, c'est que moi j'étais vice-président d'une agglomération de Dijon, donc aux finances à l'époque. J'ai démissionné pour m'appliquer le non-cumul des mandats avec un exécutif. Et donc à l'époque, j'ai eu à gérer cette transition entre la taxe professionnelle et puis la CFE et la CVAE. Qui est une autre taxe. Pour moi, la CFE, c'est une usine à gaz telle que ça a été conçu à la base. Voilà. Bon, c'est pas un circuit court, on va dire. Et je pense qu'il faut... il y a eu des modifications en loi de finances pour que maintenant il y ait 6 tranches pour éviter les effets collatéraux qui ont pu avoir lieu, notamment à la fin de l'année 2012, puisque moi-même, j'avais défendu un amendement pour permettre aux agglomérations de redélibérer en janvier pour corriger en fin de compte, avec Christian Eckert. Ce que beaucoup ont fait, en fin de compte. Parce que on avait vu les voilà. Et donc, se pose toujours la question de l'application de la CFE. La CFE, de toute façon, elle va s'appliquer. Tout le monde en est conscient. Ce que je propose dans le rapport, c'est que, en fait, on change les modalités de calcul de la CFE pour les micro-entreprises. C'est-à-dire que l'on dise, de manière très simple, aujourd'hui, vous payez, donc vous rentrez votre chiffre d'affaires, vous payez vos cotisations, etc. Si on veut arriver, en fin de compte, à calculer, pareil, par Internet, tout simplement, cette cotisation, vu le nombre, je crois qu'il y a pas loin de 3000 CFE différentes en fonction des territoires. Voilà. Imaginez pour rentrer cela dans un logiciel Internet, ce que ça peut donner avec les modifications chaque année. Bon courage. C'est impossible. Donc si on veut avoir la même simplicité, moi ce que je propose, c'est qu'en fait il y ait tout simplement une cotisation qui repose sur le chiffre d'affaires, donc qui soit, on va dire, différente de ce qu'on peut connaître de la CFE, donc avec un taux faible justement, qui permette de contribuer donc effectivement cette cotisation, mais assise sur le chiffre d'affaires, ce qui permettrait d'éviter justement tous ces effets pour les petites structures. Pour l'instant, cette proposition n'a pas été reprise par le gouvernement. C'est une des propositions fortes de la fédération aussi. C'est possible, bien sûr, et puis je trouve qu'elle va dans le bon sens. Elle n'a pas encore été reprise parce qu'en fait, la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas mettre logiquement, enfin, on peut mettre, mais ce n'est pas la doctrine, de dispositions fiscales ou sociales dans un texte de loi hors projet de loi de finances et hors projet de loi de finances de sécurité sociale. Trop tard, on va dire. Voilà. Or, aujourd'hui, on a obtenu justement l'arbitrage, que dans le texte de Sylvia Pinel, il y ait des éléments fiscaux et sociaux, parce qu'on s'est battu avec les parlementaires pour dire attention, il ne faut pas repousser encore les débats à 6 mois ou à 1 an, il faut le faire tout de suite. Parce qu'autrement, il faut donner de la visibilité. Par contre, sur la CFE, comme on vient de voter des dispositions déjà en loi de finances en décembre, c'est sûr qu'il y a quand même des réticences pour remodifier tout de suite. Mais ça va revenir soit en collectif budgétaire, donc en cours d'année, soit en loi de finances en fin d'année, le débat sur la CFE. On va exonérer encore une 6e année, c'est pas très grave. D'ailleurs, il y a un autre sujet, c'est la frais de chambre consulaire, parce que dans ce qui va changer, en fait, dans ce que je propose, c'est que tout le monde soit soumis aux frais de chambre consulaire, c'est-à-dire ceux qui sont au microfiscal, ils sont soumis, pas les auto-entrepreneurs. Alors, avec par contre un taux de cotisation, là aussi, national, sur le chiffre d'affaires, et ça représenterait une centaine d'euros par an. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va assommer l'auto-entrepreneur. Mais si on veut réussir la fusion des régimes, donc microfiscal et auto-entrepreneur, il faut la même règle. Soit on supprime pour tout le monde, soit on l'applique pour tout le monde. La supprimer pour tout le monde, quand on connaît en fait les difficultés qu'ont les chambres aujourd'hui, quelles qu'elles soient, par rapport aux efforts qui leur sont demandés, en particulier du point de vue budgétaire, je ne pense pas qu'elles puissent l'assumer. Ça serait très difficile. D'autant plus qu'elles sont même en train parfois de supprimer des postes pour faire des économies. Donc, vous n'avez pas annoncé le pourcentage de la CFE sur le chiffre d'affaires. On serait sur quoi? On serait moins de 2%? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ça sera pour donner une idée. Tout à fait. Ça sera vraiment sur un taux très faible. Ouais. Donc là, vous seriez content si vous étiez écouté quand même sur ce... Tout à fait. J'espère. Vous savez, une idée, elle fait son chemin et on ne gagne que les combats que l'on mène. Donc, exactement. L'idée a été proposée. Bon, déjà, sur le rapport, l'essentiel des propositions ont été reprises, ce qui est une bonne chose, parce que souvent dans les rapports, vous savez, on fait un rapport, il va être classé dans une armoire, et puis voilà. Donc là, par amendement en plus, donc en quelques semaines, donc c'est une bonne chose. Il reste encore quelques sujets, bien évidemment, qu'il faudra défendre, notamment le statut unique d'entrepreneur individuel, c'est-à-dire la fusion de l'EURL, l'EIRL et alors, oui, on va. Voilà. Alors, je laisse un peu peut-être intervenir parce qu'on pourrait faire 2 heures. Hein, voilà. Si vous voulez intervenir sur les chambres ou quelqu'un ou la fédération sur ce point de vue, non sur la CFE, c'est très clair. Nous, c'est peut-être notre seul regret concernant l'application du rapport Grand-Guillaume, c'est que ça ne soit pas fait maintenant.
Pourquoi c'est notre regret? Parce que ça laisse encore une fois une épée de Damoclès au-dessus de la tête des auto-entrepreneurs qui ne savent toujours pas combien ils vont payer de CFE à la fin de l'année. Voilà, on sait qu'il y a un minimal de 200 €, mais il y a un maximal de 500. Chaque collectivité territoriale va délibérer, sans doute après les municipales, quand la nouvelle majorité sera en place, et ils vont délibérer ce qu'ils voudront. Hein. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit suffisamment fort pour repartir encore une fois au combat sur le projet de loi de finances rectificative, s'il y en a un, pour essayer de changer cette règle avant la fin de l'année. Voilà. Ça va être dur. Non, mais le costume jaune n'est pas rangé. Non. Non. Monsieur Fourny, oui, alors, Chambre des métiers. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que l'épée de Damoclès, elle n'est pas simplement au-dessus de la tête des auto-entrepreneurs, elle est au-dessus de la tête de tous les chefs d'entreprise et de toutes les entreprises. Et je peux vous dire que le monde artisanal est particulièrement remonté contre la CFE. Et je pense que monsieur le député l'a dit très justement, c'était une usine à gaz à tel point que même les collectivités locales étaient complètement paumées dans l'application de la CFE. Et aujourd'hui, moi je trouve que la réforme mérite d'être clarifiée par rapport à cela, et qu'elle soit assise sur le chiffre d'affaires pour un pourcentage minime, de manière à ce que tout le monde y participe. Je pense que c'est aussi dans l'intérêt d'un développement territorial équilibré. Je pense qu'aujourd'hui, on vit tous sur le même territoire, et donc dans l'intérêt du développement du territoire de façon, je dirais, égalitaire. Donc, qu'il y ait un minimum de participation dans le cadre de la fiscalité sur la CFE, je trouve que c'est extrêmement important. Et je peux vous dire aujourd'hui que un certain nombre d'entreprises ont bénéficié de l'exonération de la taxe, de la suppression de la taxe professionnelle, effectivement. Mais pour autant, vous avez un certain nombre d'entreprises artisanales qui ont été fortement impactées par la CFE. Et notamment parce que les collectivités ont fait un peu tout et n'importe quoi sans donner suffisamment de lisibilité. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on puisse aussi rentrer en relation avec les collectivités locales pour essayer de clarifier les choses et de donner un certain nombre d'informations aux entreprises des territoires. C'est un autre débat, mais ce qu'on gagne sur le CICE, on le perd en CFE, aux taxes. Voilà, oui, alors sur le CICE, c'est un autre débat. Mais c'est un autre débat. Je pense qu'on a aussi des seuils d'entreprises et notamment les entreprises artisanales peuvent difficilement aboutir sur un aménagement sur le CICE, un avantage sur le CICE, parce que la masse salariale est relativement faible. Oui, deux petits mots simplement au niveau des CCI de France. Les travaux qui ont été menés, c'était au regard de l'opacité de la fiscalité par rapport aux micro-entreprises. Nous, dans un premier temps, tant que c'est micro-entreprises, on est contre l'imposition excessive de ce régime. Après, quand on va passer en EURL ou en SARL, là on est pour. Mais pour la première étape, quand on est micro-entreprise, on est contre l'imposition. Donc là, c'est clair. Voilà, c'est la position des CCI de France. On peut peut-être, Laurent Grand-Guillaume, on peut peut-être revenir sur une notion aussi importante. Auto-entrepreneur, auto-entreprise, la personne morale, la personne physique, est-ce qu'on peut, le régime réel, est-ce qu'on peut clarifier, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir après des débats normalement, on va aller où? Alors, pour la partie fiscale et sociale, j'en ai parlé. Voilà. Maintenant, on parle donc du statut juridique. Voilà, statut juridique. Voilà. Et donc, sur ce point, d'abord, on a fait voter un amendement dans le texte donc, mardi soir, qui était inscrit dans la loi aussi, qui va consister à mettre en place un comité de préfiguration de la réforme de l'entrepreneur individuel. Parce que, comme j'avais dit, ça ne se fera pas en 15 jours, cette réforme. Il faut du temps, parce qu'il y a des conséquences. Pourquoi ? Parce que ce que je propose, c'est aussi de régler le stock. Parce que ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, c'est qu'on a créé des statuts sans jamais régler le problème du stock. Donc en fait, on a des statuts supplémentaires qui ont été créés, etc. Bon, jusqu'à créer une jungle. Voilà. En Angleterre, ils ne créent pas une loi sans en enlever deux. Tout à fait, mais c'est... je pense qu'on devrait commencer à l'appliquer en France. Si on en avait déjà une, ce serait déjà pas mal. On va déjà commencer par là. Mais, et en fait, c'est vrai que, par exemple, si vous essayez de passer d'une entreprise individuelle à une EIRL, eh bien, bon courage. Pourquoi ? Parce qu'il faut estimer l'actif et le passif au moment du passage. C'est quasiment une mission impossible. Ou en tout cas, c'est très, très compliqué. C'est d'ailleurs ce qui a créé aussi des difficultés pour développer ces EIRL. Bon. Et en fait, ce que l'on propose, alors au-delà des dispositions qui sont prises dans le texte de Sylvia Pinel sur la simplification de l'EIRL, puisqu'il y a des mesures qui sont prévues, c'est de dire on va réunifier ces trois statuts, on va en faire qu'un. Et donc, en fait, quand un entrepreneur va créer son entreprise, qui démarrera donc dans un régime simplifié, voilà, appelons-le comme ça, il aura un patrimoine affecté de 0 à la personne morale de l'entreprise. Donc il y aura une personne morale et la personne physique, l'entrepreneur. Bon. Jusqu'à son seuil de régime forfaitaire, simplifié, vous l'appelez comme vous le souhaitez,
Donc là, bon, ça se passe comme aujourd'hui, pas de problème. Mais il pourra affecter du patrimoine petit à petit à son entreprise, de manière à le faire là aussi dans ce parcours de croissance. Ensuite, quand il va passer donc, au régime réel, c'est là qu'il va avoir notamment 2 comptes, où il va séparer en fait ses revenus, les revenus d'entreprise et les revenus en fait qui sortent de l'entreprise pour lui-même et qui sont soumises aux cotisations. C'est pour ça aussi qu'il y a des évaluations poussées à faire que moi je n'ai pas pu faire en 2 mois, vous imaginez bien, sur notamment les conséquences financières, parce que cela a un coût forcément pour les finances publiques, mais c'est un avantage pour les entrepreneurs. Et l'idée, c'est de dire là qu'on distinguera entre l'impôt sur les sociétés, par exemple, sur les revenus qui restent d'entreprise, et puis l'IR sur les revenus qui sortent de l'entreprise. Et ainsi, favoriser aussi cette croissance de l'entreprise. Et en même temps, donc, déclarer que par défaut, l'habitation principale de l'entrepreneur serait protégée. Ça va être un combat à mener difficile, oui. Parce que vous imaginez bien qu'il y aura des forces assez puissantes qui vont vouloir dire non, il faut qu'on puisse agir dessus. Bon. Donc voilà un peu l'idée, donc séparation des revenus, en gros, personne morale, personne physique. Et là où ça facilitera aussi le parcours de croissance, c'est qu'on aura des statuts simplifiés. Et donc le passage demain d'une entreprise individuelle sous ce statut à une société sera plus simple. Parce qu'en fait, vous aurez déjà la personne morale, ce sera plus simple. Vous aurez des statuts simplifiés, ce sera simple. Donc, si vous décidez de passer, par exemple, d'un jour en SARL pour X ou Y raison, vous pourrez le faire. Parce que moi, ce que je propose, c'est de revenir à la base et au projet. Je suis tout seul. Je fais un projet tout seul. Je vais me déclarer plutôt en entreprise individuelle. Donc, on a créé des statuts hybrides dans les SASU, les EURL, etc. Bon, ça existe, très bien. Et puis, on ne propose pas de supprimer les SASU. Mais vous vous retrouvez quand même face à ce choix. Et c'est le choix qu'on doit faire. Est-ce que je vais être avec des associés ou est-ce que je vais être tout seul? C'est ça le vrai choix, à la base. Or, aujourd'hui, on voit bien que les choix se font malgré tout sur des questions aussi fiscales, sociales. Voilà. Et c'est là que c'est complexe. Parce que pour s'y retrouver, c'est pas facile. Si vous allez sur le site de la PCE et vous regardez toute la rubrique sur les statuts et les régimes, tout seul dans votre coin, bon courage. Donc ça veut dire que vous allez créer, on va créer les boîtes et les boîtes existeront, on les ouvrira et on les actionnera si on veut passer à autre chose. C'est-à-dire que comment c'est nos auditeurs, on sait qu'il y a des profils très différents. Ceux qui veulent rester sur très peu de compléments, ceux qui ne veulent pas avoir très peu pourront rester comme ça 10-15 ans sans problème, et puis les autres. Voilà. Ça paraît un bon sens. C'est du bon sens, mais par contre, il faut être vigilant. Et là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, là où il faut être vigilant, c'est que quand on simplifie, parfois il faut aussi supprimer. Parce que simplifier, c'est pas suffisant. Je vous donne un petit exemple comme ça, ce que j'ai présenté hier dans un débat, c'est les cafetiers. Aujourd'hui, un cafetier qui achète un billard ou un flipper, il doit demander un extrait de cabis au tribunal de commerce. Ça lui coûte 5,40 € et quelques, je crois, par Internet. Voilà. Remplir un dossier, se rendre, lui ou la société qui lui a vendu physiquement aux douanes, pour acheter une vignette qui coûte 5 €. D'accord ? Et donc l'extrait cabis coûte plus cher que la taxe. Parce que quand, à l'époque, c'était M. Copé qui avait réduit la taxe, elle était 300 €. Donc ça, c'est une bonne chose, ça a été réduit à 5 €. Mais pourquoi pas l'avoir supprimé directement ? Puisqu'en fait, ce que ça rapporte, ça coûte plus cher d'ailleurs de récolter l'impôt. Bon. Et donc, pourquoi je prends cet exemple ? Parce que ce qui est gênant dedans, ce n'est pas les 5 € en fait, c'est toutes les démarches. Voilà. Et donc c'est pour ça que la simplification, parfois, ça va être aussi des suppressions. Et dans mon rapport, je vais plus loin, c'est que je dis par exemple que sur la question des cotisations sociales, il faudra en passer, même si c'est un sujet tabou, sur la simplification aussi par rapport au nombre de caisses. Parce que tout le monde en parle. Alors ça va être compliqué, parce que derrière, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de... c'est pas facile. On comprend que voilà. Peut-être que tout ne va pas pouvoir passer dans ce... Non. Pas dans ce texte, voilà. On ne pourra pas passer dans ce texte-là. Mais je pense qu'il y a des vrais sujets qui sont posés. Et il faut écouter. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans mon rapport, si vous voulez, c'est que j'ai à la fois réuni tous ces grands personnages experts et compétents avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, et notamment aussi Grégoire Leclerc. Mais j'ai aussi rencontré des entrepreneurs dans les territoires, ou des personnes qui m'ont écrit par mail. Il y a des personnes qui m'ont écrit par mail, qui m'ont dit voilà, moi je ne suis pas content, j'habite à Nantes, je ne suis pas content, mais je dis venez me voir à l'Assemblée, alors on va se voir. Voilà, moi, ils sont venus me voir, ils m'ont expliqué, j'en ai vu beaucoup comme ça, des artisans, des auto-entrepreneurs. Et j'ai fait aussi des groupes tests, mais dans mon département, avec la CCI en particulier, et puis les chambres des métiers, en disant voilà, vous allez me réunir, parce qu'ils m'ont proposé, vous réunissez à ce compte une dizaine d'entrepreneurs, des créateurs, justement, de différents statuts. J'en ai même fait un par Facebook, il y en a une dizaine qui sont venus, et j'ai eu la chance, il y avait de tout. Des URL, des auto-entrepreneurs, etc. Et on va faire des débats et je vais en gros tester les propositions de la commission.
Et c'est comme ça qu'on a pu aussi cheminer. Et je trouve que c'est toujours intéressant de croiser justement. Est-ce que vous avez une idée que vous n'avez pas mis dans votre rapport, parce que justement vous êtes rendu compte que ça pouvait être une bonne idée, mais qui ne devait pas. Il y a une idée que je n'ai pas mise dans le rapport et qui, moi, me semblait intéressante, c'était de dire qu'au-delà du seuil en fait de TVA, on puisse rester dans un régime simplifié, en fin de compte, et basculer petit à petit. Si vous voulez que le choix en fait, se fasse, en fait, que ce soit à un moment l'entrepreneur qui choisisse. Bon. La difficulté, c'est bien sûr, vous comprenez bien, c'est la question de la franchise de TVA. Mais je trouvais que voilà, c'était plus fluide, en fait, c'est moins couperet. Bon, après, ça crée bien sûr beaucoup de difficultés et en même temps des craintes en disant où est-ce qu'on va aller, etc. Mais je crois que l'idée était intéressante. Et une autre idée que j'ai mise à la fin, mais qui moi, à mon sens, appelle un débat de société, c'est sur la question, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est le salariat et l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les frontières, en fait, parfois se mélangent. Vous avez, on parle d'entrepreneuriat, de personnes qui vont dans leur entreprise créer une société. Vous avez, on parle de statut d'étudiant entrepreneur. Avant, on ne parlait jamais de statut d'étudiant entrepreneur, c'était une nouveauté. Ça. Je sais que dans la salle, il y a du portage salarial. Portage salarial. Le portage salarial est une réalité. Il y a des coopératives d'activité, il y a plein de choses qui existent. Mais en fait, on voit bien que les frontières, parfois, sont floues. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de débat sur cette question-là, sur le fond. Il faudrait, ça c'est vrai. Et je pense que c'est nécessaire parce que quand on parle des activités complémentaires aujourd'hui, moi j'ai rencontré un jeune par exemple qui travaille dans un magasin dont je ne donnerai pas le nom et la marque, pas faire de publicité puisqu'il y a une vidéo, donc il est employé libre-service, donc il met en rayon des marchandises et en même temps le week-end il crée des sites internet pour compléter son salaire. Donc il a effectivement un complément de salaire qui est lié à cette activité d'auto-entrepreneur. Mais lui il se dit si ça marche, peut-être qu'un jour je pourrais devenir un entrepreneur à part entière, c'est-à-dire en fait en vivre même. Hein. Et en même temps, voilà, c'est vraiment. Parfois, on les pointe du doigt. On dit celui-là, c'est pas vraiment un entrepreneur. Celui qui gagne moins de 1 000 €, il n'est pas vraiment encore entrepreneur. Mais en même temps, posons-nous plutôt la question de comment on l'accompagne pour qu'il grandisse. Parce que la chance dans notre pays, c'est qu'on a justement des millions de micro-entreprises, de TPE, en fait, qui, si demain elles grandissent, eh bien, elles créeront effectivement des emplois, des PME et des ETI peut-être, pourquoi pas. Mais je veux dire, c'est notre chance aujourd'hui. Quand on parle, moi j'entends toujours, ça va pas en France, on a plein de problèmes. Oui, il y a des problèmes, ça on le sait, tout le monde le sait. Mais en même temps, il y a des solutions, parce que dans les territoires, il y a des gens qui sont en train de créer des choses, voilà, de développer, de prendre des risques, la notion de risque aussi. Vous prenez des risques tous les jours. Monsieur Cadio va... Pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, monsieur le député, c'est que on a beaucoup de possibilités de faire d'entreprendre. Et surtout, ce que vous venez d'expliquer, ça évite le travail au noir, si vous voulez. Donc il vaut mieux que quelqu'un aille faire ces travaux-là dans une structure légère et qu'il commence à s'initier au métier que de voir aujourd'hui le travail au noir qui peut se développer dans certaines activités. Et ça, on doit combattre ça. Nous, chez Entreprise, on paye des charges et donc il faut travailler là-dessus. Ça, c'est un point très important. Je préfère voir quelqu'un qui est auto-entrepreneur, qui fait des activités, qui facture de telle façon. Ça, c'est très bien. Je trouve que c'est bien pour notre pays et c'est civilement propre. Voilà. Pour la partie entrepreneuriat, je dirais patrimoine privé et professionnel, je pense qu'il faut bien travailler là-dessus parce que moi, je vois au travers de mon parcours, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans la création d'entreprise, la reprise d'entreprise. J'ai encore vu hier un gars qui est en difficulté. Quand je vois les gens qui n'ont pas du tout pensé à ce scindage d'activités professionnelles et privées, on arrive à des véritables catastrophes. C'est l'histoire d'un marin qui part et s'il n'a pas regardé son bateau, il n'a pas mis les radeaux, le bon radeau. Aujourd'hui, vous disiez, il y a du lobbying qui est fait par les banques pour avoir des garanties. Il faut faire très attention. C'est pareil. Quand quelqu'un s'investit dans une mission, pour être entrepreneur, il doit avoir le maximum de conseils. Moi, je vois dans mon bureau 2 à 3 fois par semaine des entrepreneurs qui ont échoué parce que ça peut arriver, parce qu'ils n'étaient pas faits pour le métier, ils n'étaient pas faits pour être chef d'entreprise, ça peut arriver. Ils ont fait des choix par précipitation, ils ont investi parfois 50, 100 000 euros sans avoir tenu compte des tenants et des aboutissants et se retrouvent devant une véritable catastrophe. Donc ça, il faut vraiment être vigilant, même à un petit niveau avec 5, 10 000 ou 15 000 euros, on peut avoir de véritables graves répercussions. Donc ça, on doit y réfléchir. Et nous, on doit apporter CCI, Chambre des métiers, les centres de gestion. On doit apporter tout ça, l'information et avertir les gens. Un homme averti en vaut 2, je dis toujours. Dans l'esprit, on sent bien que la liberté d'entreprendre, le souffle qu'a porté l'auto-entreprise, va avec des droits et des obligations. Peut-être que les droits et les obligations étaient un peu mis de côté, voilà, parce qu'il fallait aussi créer un engouement. Hein. Donc à nous, à vous tous, et à nous, le pays aussi, de dire ce qu'on veut vraiment. Et voilà.
Oui, je veux bien. Puis après, on va prendre, parce que je retourne, hein, c'est passionnant, et je pense qu'il y a des questions peut-être un peu précises. On a déjà passé beaucoup de choses, mais voilà. Alors peut-être, je souhaitais intervenir notamment par rapport aux propos de M. Grand-Guillaume. Je pense qu'effectivement, il est extrêmement important de permettre d'entreprendre. Et on a un tas, je dirais, de richesses intellectuelles dans les entreprises, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des petites structures ou des grandes structures, avec des personnes qui ont des projets extrêmement innovants et intéressants, mais qui, si on ne leur permet pas d'avoir une certaine simplification pour pouvoir créer ou proposer, je dirais, une nouvelle entreprise, ne feront pas le pas de pouvoir s'installer, de pouvoir développer leur projet. Et je crois que ça, il faut qu'on puisse permettre cela. On le voit bien dans le domaine, je dirais, de la sous-traitance industrielle aujourd'hui, mais dans le secteur du bâtiment par rapport aux obligations sur le développement durable et notamment par rapport aux nouvelles énergies, etc. On a un certain nombre de salariés qui ont des projets dans la tête et qui ont des innovations extrêmement intéressantes qu'ils ne peuvent absolument pas mettre en développement parce qu'effectivement l'entreprise n'est pas suffisamment, je dirais, à l'écoute de ce qui est proposé en interne. Et le fait de pouvoir lui permettre de prendre un peu d'aisance pour pouvoir avancer sur ces projets peut être extrêmement intéressant. Moi, ça me paraît être un élément extrêmement intéressant dans le sens où on participe, je dirais, pleinement à un développement aussi dans le cadre du développement durable. Sur le patrimoine personnel et notamment sur le fait de proposer l'EIRL comme étant, je dirais, un statut unique pour l'entreprise individuelle me paraît extrêmement importante dans le sens où on a une protection du patrimoine personnel et notamment la maison d'habitation parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, on peut tomber dans des drames humains extrêmement importants et on voit bien que dans une difficulté financière importante, la famille casque, hein, toute la famille casque et paye au final. Et en fait, ça fait des drames familiaux qui sont extrêmement importants et quelquefois, je dirais, qui sont aussi la conséquence d'un certain nombre de suicides dans l'artisanat. On parle beaucoup de suicides dans l'agriculture, mais dans l'artisanat ou dans le monde économique... Les burn-out des dirigeants est une réalité. Et je crois qu'il est extrêmement important d'être vigilant par rapport à ça. Alors moi, je suis d'accord avec vous, monsieur le député. C'est vrai que là, on touche un point sensible et on a face à nous, je dirais, des pressions fortes. Et quand l'artisanat a réclamé notamment la mise en place de l'URL, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on l'a obtenu, mais de façon à la mettre en place et de pouvoir la déployer et la faire vivre, c'est autre chose. On a beaucoup de freins par rapport à cela, et donc il faut essayer de travailler sur ce volet-là. Donc nous allons prendre des questions. Je vais commencer par Ludovic Badaud, qui est un auto-entrepreneur. Pas du tout. Ah, pas du tout. Je croyais que vous aviez commencé, donc voilà, en fin de débat, j'ai le droit. Je croyais que vous aviez commencé en auto-entreprise. Non. Par contre, vous avez créé une structure pour les auto-entrepreneurs. Oui, tout à fait. Bonjour. Et vos portails. Voilà, j'ai commencé en auto-entrepreneur, j'ai créé une structure pour les accompagner, mais je ne le suis plus donc, puisque j'ai 18 salariés et on accompagne aujourd'hui 75 000 auto-entrepreneurs. Alors, on a parlé un petit peu du SPI, du stage de formation avec les chambres des métiers. Et ce que j'ai bien remarqué dans les deux discours entre la chambre de commerce et la chambre des métiers, c'est que la chambre de commerce a régulièrement insisté sur la gratuité de l'inscription, et alors que la chambre des métiers était beaucoup plus évasive sur le sujet et nous a même parlé d'un SPI, d'un stage obligatoire. Alors le souci que j'ai moi aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que la chambre des métiers crée ses lois un petit peu avant qu'elles ne soient créées par le gouvernement, puisque nous avons énormément de réclamations, énormément de demandes d'auto-entrepreneurs qui disent régler des frais pour devenir auto-entrepreneur. Nous avons sorti une grande enquête que nous enverrons à Laurent Grand-Guillaume, à Sylvia Pinel, à Monsieur Griset, où on détaille précisément que plus de 50% des chambres des métiers imposent des frais pour devenir auto-entrepreneur. Vous en avez d'autres qui vous expliquent que vous pouvez le faire gratuitement, mais c'est en ligne et que si vous souhaitez le faire gratuitement, elles ne vous aideront pas. Et puis vous en avez d'autres qui le font simplement gratuitement. Donc voilà, donc on est très inquiet avec ça. Je suis vraiment content que vous soyez là. En plus, je viens de voir que vous étiez aussi, vous travaillez donc avec Monsieur Griset au niveau économique de la PCMA. Moi, je travaille notamment avec la fédération sur ce problème, avec la DG6, et nous avons régulièrement le plaisir d'envoyer des dossiers où les auto-entrepreneurs se sentent littéralement rackettés. C'est vrai, c'est vraiment les mots. Alors, moi, je peux vous rassurer tout de suite, même si, quand j'ai parlé de tarification tout à l'heure, c'était simplement sur un stage
préalable à l'installation qui était proposé, un module spécifique auto-entrepreneur, mais qui n'est absolument pas obligatoire. Je dirais, c'est libre choix. Mais attendez, permettez-moi de terminer. C'était simplement pour permettre de pouvoir bénéficier, j'irais, d'un soutien particulier par les services de la Chambre. Alors, pour ce qui est de la prise de l'obligation du SPI, enfin de l'inscription des droits d'inscription payantes, ça, c'est absolument pas légal. Aujourd'hui, le texte nous demande simplement d'inscrire les auto-entrepreneurs sans tarification particulière. Et Alain Griset a toujours été clair par rapport à ça. On a demandé l'inscription obligatoire au RM pour faire un certain nombre de contrôles, notamment par rapport à la qualification professionnelle, mais par ailleurs, c'est gratuit. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, il y a un certain nombre de chambres au niveau national qui appliquent une tarification, mais ils sont dans l'illégalité parfaite. Et donc, quel bonheur de vous entendre dire ça. Non, mais moi, si je vous le dis, c'est que simplement parce que je suis déjà président de la commission économique territoriale à la PCM, et on le dit clairement dans notre offre de service, que l'inscription au RM des auto-entrepreneurs, c'est gratuit. Et notamment, le président Griset affirme très clairement que ce n'est absolument pas soumis à une tarification particulière. Alors après, ce qui a été dit dans le réseau des chambres consulaires, c'est que on pouvait mettre en place un certain nombre de modules spécifiques en termes d'accompagnement qui étaient ouverts, bien évidemment, aux auto-entrepreneurs. Et je peux vous dire que sur la Loire-Atlantique, on a un certain nombre d'auto-entrepreneurs qui même ont fait cette petite formation à 75 €, mais vous en avez un certain nombre aussi d'auto-entrepreneurs qui viennent nous voir après par la suite en nous disant « Écoutez, moi je souhaite faire le SPI et avoir la possibilité d'accéder au SPI ». Donc ça veut dire qu'il faut permettre cette liberté de pouvoir accéder aux différents services qui sont proposés par les chambres consulaires. Mais M. Grand-Guillaume, tout à l'heure, a parlé de taxes pour frais de chambre des métiers, ou frais de chambre consulaire, CCI également. Mais il faut bien savoir que sur le territoire, nous apportons aussi un certain nombre de services dont vous pouvez bénéficier également. Donc cette tarification qui est faite et qui est demandée dans le cadre de l'impôt, c'est aussi pour permettre aux chambres d'apporter un service particulier sur des actions particulières. Et en termes d'offres de services, on travaille avec les territoires et notamment les collectivités locales, la région des Pays de la Loire notamment, j'irais sur des soutiens en termes d'appui au financement des entreprises, en termes de conseil au développement, on ne remet etc. pas en cause, on remet pas en cause, non, personne ne remet en cause le rôle des chambres. Le problème, c'est quand on dit c'est payant et qu'en fait ce ne l'est pas, et que notre enquête démontre que quand on se fait passer pour un auto-entrepreneur qui veut déposer un dossier dans 50% des chambres, on paye. Et monsieur le député, c'est pas une bonne nouvelle peut-être pour vous, mais c'est à Dijon que les frais sont les plus élevés avec 208 €. Mais si, c'est devenir auto-entrepreneur. Il y a du travail à faire, justement. Voilà, et nos enregistrements montrent que les conseillers vous disent que c'est payant. Alors, répondez, là, c'est intéressant. Je suis au courant, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président, vous en doutez bien, de la Chambre. Mais je ne crois pas que c'est 208, il me semblait que c'était un peu plus de 150. Mais voilà, 208, peut-être. Oui. Voilà. C'était ça, en fait, il m'a payé hors taxe, en fait. Par contre, tout à fait. Par contre, le stage, si vous voulez, le SPI, moi ce que je propose, c'est qu'il soit obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je pars du principe. Pourquoi distinguer en fait des personnes en fonction de leur régime fiscal et social ? Soit on remet, soit on revalorise le métier. L'artisanat, c'est un métier, c'est des compétences, c'est des qualifications et c'est un savoir-faire. Si on part de ce principe-là, quel que soit le régime auquel on est soumis, eh bien, on est soumis aux mêmes obligations, c'est normal. D'ailleurs, c'est le cas pour les qualifications, c'est le cas pour les assurances, normalement. Après, le problème, c'est la vérification. Et après, le stage, soit on dit qu'il n'y a pas de stage, il y en a pour personne, soit il y en a un, mais il est pour tout le monde. Mais par contre, on l'adapte. C'est-à-dire, en fait, il est individualisé et on travaille sur le coût. Vous avez raison. Et si effectivement, il y a des différences de coûts si importantes au niveau des chambres, eh ben, c'est peut-être l'occasion, justement, d'avoir le débat. Parce qu'après tout, à partir du moment où on rend obligatoire quelque chose pour tout le monde, c'est le moment d'avoir le débat. À partir du moment où l'on paye, c'est la contrepartie de l'impôt en quelque sorte, ou en tout cas du coût. Je paye quelque chose, c'est normal que je demande la transparence et que je demande que ça soit évalué. Voilà. Je pense qu'on est sur des, sans minimiser parce que l'enquête est importante et tout, mais je pense qu'on était sur les dégâts collatéraux de ce problème de statut aussi qui avançait avec des flous et
où on a besoin de remise à plat. Et ça, bon, ça alors bien démontré. je clôt avec une dernière question. Donc, monsieur, ce que vous pouvez me garantir, monsieur Fourny, c'est que déjà, cette vidéo est enregistrée, donc ça va être un vrai bonheur parce que je vais pouvoir l'envoyer à tous les présidents de chambre qui me posent des problèmes. Et, attention. Et donc, clairement, je peux leur dire c'est illégal. Donc, vous ne demandez pas de frais à nos clients qui sont accompagnés par Evo Portail. Vous ne leur demandez pas de régler 150, 200, 100 euros, puisque le dossier est parfaitement constitué, donc il n'y a même pas de prestat d'assistance. C'est illégal. Alors, sur la constitution du dossier, s'il y a un apport technique qui est fait par les techniciens de la Chambre, je suis désolé, mais il peut y avoir une demande qui soit, je dirais, payante. Bah oui, mais qui soit claire et qui soit clairement affichée dans l'offre globale de service de la Chambre. Mais on ne peut absolument pas demander à une Chambre d'effectuer un service à un porteur de projet, sans pour autant, dans le cadre de la constitution d'un dossier ou autre, sans pour autant lui demander de ne pas le facturer. Je vous parle simplement du droit d'inscription. Quand vous venez en tant qu'auto-entrepreneur vous inscrire ORM, parce que c'est la loi qui avait été modifiée. D'ailleurs, dans un premier temps, il n'y avait pas obligation d'inscription ORM, mais pour la partie artisanale, il y a eu, enfin, tous les métiers qui ressortaient des métiers de l'artisanat, oui, ont eu l'obligation de passer au ORM. Mais là-dessus, c'est là-dessus que je dis qu'il y a gratuité totale. Après, s'il y a un accompagnement spécifique, et il y a des chambres qui proposent des accompagnements spécifiques, là, c'est payant. Mais on est d'accord. Je veux dire, il faut qu'il y ait une transparence, c'est tout. Exactement. Mais aujourd'hui, ça fait partie de notre travail de chambre consulaire que d'apporter un service ou de proposer un service. Mais là, sur le département de la Loire-Atlantique, on a travaillé, notamment dans le cadre de supporters, on a travaillé dans le sens d'essayer d'unifier un peu nos prestations de manière à être clair et précis. Et il y a un portail d'ailleurs qui a été ouvert par Nantes Métropole et Cap Atlantique, où là, il y a totale transparence sur les services qui peuvent être apportés aux créateurs ou aux différents porteurs de projets. Donc, comme vous avez dit, cette vidéo est relayée, entre autres sur Ouest France Entreprise. Elle sera en ligne maintenant ad vitam aeternam, donc on pourra relayer cette. La boutique de gestion, vous voulez intervenir? Oui, alors justement parce que c'est enregistré. Donc, pour la bonne raison que, excusez-moi, monsieur, je vais être un petit peu direct, mais bon, je suis direct tout le temps, rugueux parfois, méchant jamais. On aime bien. Mais je crois que là, on vient de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. L'action de lobbying que vous menez est fort sympathique, d'accord ? Mais je crois, n'oublions jamais de ramener aux enjeux les plus importants que nous avons. Il y a sans doute des dysfonctionnements, des erreurs d'interprétation, etc. En même temps, on est parti d'un statut où on voulait le moins de règles possible. À partir du moment où il y a le moins de règles possible, chacun crée son business. Contrepartie. Donc, je crois que c'est très concret, 200 € dans la poche des auto-entrepreneurs. Non, ramenez pas au truc de genre, c'est concret, c'est pas concret, c'est machin, ça n'a pas de sens. Liberté, je peux m'exprimer quand même. Montez un petit peu. Montez un petit peu. Allez un petit peu plus haut que ça. On est dans des problématiques où on doit accompagner et former des entrepreneurs. Hein. Vous êtes auto-entrepreneur. Avant toute chose, vous êtes entrepreneur. Être entrepreneur, ça veut dire qu'effectivement, on doit apprendre à mener son entreprise, on doit apprendre à créer des produits, on doit apprendre à les développer, on doit apprendre à les vendre, on doit apprendre à gérer. Il y a tout un métier derrière, d'accord ? C'est mon métier d'accompagner les auto-entrepreneurs pour qu'ils fassent ça. Donc vous savez leur relayer ce débat-là. Donc il y a tout un métier derrière ça. Si on dévie le débat vers des choses de ce genre, on ne touchera pas l'essentiel. Et qu'est-ce qu'on entretiendra ? On entretiendra une forme de méconnaissance de ce que c'est qu'un entrepreneur, de ce que c'est qu'une entreprise et de ce que doit être un chef d'entreprise. Faisons attention, au début de mon intervention, j'ai parlé parfois effectivement de la démagogie qu'il peut y avoir derrière un certain nombre de choses. Faites très attention toujours quand on alimente ce genre de débat. C'est rigolo, c'est sympa, ça fait rire la salle. Effectivement, il y a des ambiguïtés d'ailleurs, je le rappelle, qui sont liées au fait que les règles n'étaient pas précises. C'est toujours ce qui se passe quand les règles ne sont pas précises. Hein, une société développée et civilisée, elle a des règles. C'est ce qui permet justement d'éviter les ambiguïtés et de créer des choses communes. Juste ça, faisons attention. La problématique sans doute la plus importante d'un chef d'entreprise, c'est de réussir à marier la sécurité et la prise d'initiative. L'enjeu majeur, c'est ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un bon chef d'entreprise ? C'est quelqu'un qui sait sécuriser sa prise d'initiative. Je le redis, ce n'est pas un cow-boy qui part dans son coin. Sécuriser sa prise d'initiative. Vous avez des jolis slogans aussi. Pardon ? Vous avez des jolis slogans. N'est-il pas vrai ? N'est-il pas vrai ? Donc c'est ça qui est essentiel. Et il y a plein de choses qui sont importantes derrière. Le statut, effectivement, social. Le statut des biens. Le statut, effectivement, de comment on peut mener son développement. Et même, je dirais, le statut post-activité.
quid de la retraite après, quid des droits acquis. On n'a pas parlé des indemnités journalières quid aussi, des problématiques. voilà, si un jour mon activité doit s'arrêter parce qu'elle s'arrête, parce que voilà, une activité économique, des fois ça marche, des fois ça marche pas, etc. Quid après, effectivement, d'une forme de sécurisation que je peux retrouver. Voilà, c'était juste pour dire, attention, ne nous trompons pas de débat, on a tout intérêt plutôt à amener les choses vers le haut que vers le bas. Tout à fait, bien. Les questions dans la salle, parce que peut-être qu'il y a des points précis, on a la chance d'avoir Laurent Grandguillaume avec nous. On va vous demander juste de vous présenter et de vous mettre debout afin qu'on vous voit. Aussi, les deux. Bonjour, je m'appelle Francis Fustier, j'ai créé 3 entreprises à Nantes depuis 1995 et je suis aujourd'hui à la 4e auto-entrepreneur. Ma question, elle est précise, c'est la fiscalité. Au moment du seuil actuel, au moment du franchissement du seuil, il y a une réintégration de l'imposition au 1er janvier de l'année si on a choisi le prélèvement libératoire. Quid de cette question dans la loi qui va être présentée ? Oui. Très très bonne question. Pourquoi c'est une très bonne question ? Parce que ça a été un des éléments sur lesquels j'ai eu le plus de difficultés aussi à avancer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je dis, en gros, dans le rapport, c'est que le prélèvement libératoire, c'est bien, mais en même temps, ça crée parfois des difficultés pour ceux qui ont mal évalué la situation, avec des rattrapages et donc parfois même des sanctions. Et donc ce que je proposais, c'était d'unifier aussi le système fiscal à la fois pour l'auto-entrepreneur et le micro-fiscal de ce point de vue, et d'éviter d'avoir des effets de seuil. Parce qu'aujourd'hui, vous avez en gros des seuils, là aussi, encore des seuils. C'est bien des règles, mais parfois avec trop de seuil tue le seuil, je sais pas, peut-être un jour on pourra dire aussi ça, un autre slogan. Et donc là-dessus, en fait, le problème, c'est que le gouvernement n'avait pas encore tranché sur le sujet. Pourquoi ? Parce que ça demande des évaluations complémentaires pour éviter en fait qu'une unification crée en fait des effets négatifs pour toutes les micro-entreprises, avec un ressaut du point de vue des impôts. Voilà. Donc il y a des analyses complémentaires qui sont menées, mais le débat il reste ouvert, effectivement. Je ne pense pas qu'il soit réglé là, dans la loi de Sylvia Pinel, pour toutes les raisons aussi que j'ai données du point de vue fiscal et social. Mais c'est sûr que c'est un sujet qui reste sur la table, et je l'ai pointé d'ailleurs dans le rapport. Mais vous avez raison, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent bon, j'ai le prélèvement libératoire, mais qui en fait ne savent pas, en fin de compte, qu'elles sont même au-dessus du seuil. Donc elles se retrouvent avec quelques difficultés après, quoi. Et j'ai eu des exemples concrets, puisque j'étais allé aussi au salon des micro-entreprises où j'ai rencontré dans les couloirs plein de personnes qui m'en ont parlé, qui m'ont dit et de la CFE. Voilà, les deux. Une autre question ? Oui, monsieur. Si vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, merci. Claude Benetto, monsieur le député. J'ai travaillé dans un centre de gestion pendant 29 ans, et lorsqu'on avait des auto-entrepreneurs qui venaient nous voir, on leur disait bien souvent qu'ils ne pouvaient pas adhérer à un organisme agréé parce qu'ils étaient au-delà des délais. Les délais sont de 5 mois actuellement à compter de la date du début d'exercice. Or, bien souvent, les seuils sont dépassés au-delà des 6 mois. Et l'administration fiscale considère qu'ils sont au réel à compter du 1er janvier. Et je ne parle pas de la TVA. Donc, ces gens-là sont majorés de 25% l'année du dépassement. Nous avons posé, quand j'étais en activité, nous avons posé la question à la Fédération des centres de gestion et à l'administration fiscale au niveau de Bercy. Nous n'avons toujours pas de réponse. Nous avions proposé au niveau des fédérations que l'adhésion se fasse dans les 3 mois du dépassement. Or, il n'y a toujours pas de réponse. Donc, les auto-entrepreneurs qui dépassent les seuils sont pénalisés par rapport à une entreprise individuelle. Et je ne l'ai pas lu dans votre rapport. Le rapport de moi, c'était compliqué. Voilà. Pas tout fait. Alors, ce qui est sûr, je dis, voilà, effectivement, j'ai pas pu regarder tous les sujets en 2 mois, c'est pas possible. En fait, j'ai pris les principaux points qui posaient difficulté. Alors, c'en est un, non, mais je vous dis pas que c'en est pas un. Tous les débats, d'où le service après-vente. Le problème, si vous voulez, c'est que, et moi je continue le travail justement, sur d'autres points, voilà, même si je suis plus en mission pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la difficulté, c'est aussi, moi j'avais besoin en même temps d'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, chaque mesure, on doit les évaluer aussi pour en connaître le coût et les conséquences. Voilà. Donc ce que j'ai proposé par rapport aux OGA, c'est d'avoir un suivi justement avant le franchissement des seuils.
Et ce qui faciliterait, ce qui résoudrait en particulier votre problème. Puisque si on est suivi avant, il n'y a plus de problème de dépassement. Puisque quand vous dépassez, vous avez déjà préparé le travail avant, justement. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on pousse avec mes collègues parlementaires, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de soutien de mes collègues sur les propositions. Donc on a retiré l'amendement en commission développement économique par rapport à la question du coût. Voilà. On va essayer d'y revenir, on retravaille sur peut-être d'autres formulations pour que ça coûte moins cher aux finances publiques. Hein. Mais vraiment, l'idée, moi je tiens beaucoup à cet amendement parce que je pense qu'une des clés, elle est là aussi. C'est-à-dire d'avoir ce suivi, voilà, à partir de 19 000 ou 20 000 euros, peu importe, c'est un problème de seuil, mais c'est surtout la question de à partir de quel niveau c'est intéressant d'être suivi, au moins une fois par an, un rendez-vous par an. Et au moins la personne vous dira, écoutez, attention, là vous êtes à 31 500, l'année prochaine vous allez forcément, parce que ça marche bien, dépasser, préparez-vous justement voilà, à ne pas, pour ne pas avoir de soucis, etc., dans le franchissement du seuil. Et c'était un peu l'idée de tout ça. Hein. Même si on avait d'ailleurs parlé des OGA et tout ça, on avait eu un débat intéressant d'ailleurs. Oui, un débat très intéressant. On avait évoqué une piste qui est malheureusement peut-être un peu tombée à l'eau, mais qu'on pourra peut-être déterrer, qui était de s'intéresser au financement de la formation professionnelle. Puisqu'effectivement, les auto-entrepreneurs cotisant à hauteur de 0,2% de leur chiffre d'affaires sur l'année à la formation professionnelle, ils totalisent quand même globalement une somme de 10 millions d'euros par an abondée sur l'ensemble des auto-entrepreneurs pour payer par exemple ce type d'accompagnement de croissance à partir de 19 ou 20 000 euros. La difficulté juridique et fiscale étant de flécher ces fonds-là sur les seuls auto-entrepreneurs, alors qu'on est en train de fusionner l'ensemble des régimes pour justement aller vers quelque chose de plus global. Donc il y a toute une question d'uniformisation des taux de cotisation de l'ensemble des micro-fiscaux et puis de rassembler tout ça vers quelque chose de plus utile. Bien. Avant de prendre une autre question, je vais me permettre de poser une petite question, non pas en tant que délégué, mais en tant qu'auto-entrepreneur. On parle beaucoup d'accompagner l'auto-entrepreneur. On essaye de le faire au sein de la fédération également, de participer. Est-ce qu'il y a quelque part une intervention qui est prévenue auprès de nos OPCA ? Parce il nous faut 6 mois, en fait, pour avoir un crédit de formation. Moi, je suis libérale, donc ça sera au FIFPL. Faire une formation, c'est le parcours du combattant. Et je voulais faire une formation en février. J'ai envoyé mon dossier il y a 3 mois et je n'aurai pas la réponse et je ne la ferai pas. Donc, est-ce que, quelque part, ce parti-là aussi peut essayer de faire quelque chose pour alléger cette démarche ? Alors, en fait, il y a un projet de loi qui va être débattu à l'Assemblée sur la formation professionnelle. Donc ça pourrait effectivement être le cadre du débat et le véhicule législatif dans lequel peut-être pourrait être abordé ce sujet. Donc on peut y retravailler si vous voulez ensemble. Mais après, là aussi, on n'a pas approfondi cette question sur les difficultés de la formation professionnelle, parce que là, c'est pareil, il aurait fallu, je pense, un mois de plus pour au moins traiter ce sujet en particulier. Le domaine de la formation, c'est très complexe, vous le savez. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une loi qui vise à débroussailler un peu les choses, même si j'ai beaucoup de choses à dire pour les TPE, les PME et sur les accords d'entreprise, parce que je pense que là aussi, je ne pense pas que ça bénéficie toujours à tout le monde, les moins 0,2%, puisqu'une entreprise pourra réduire ses cotisations de moins 0,2 sur les 1, à condition qu'elle ait un accord d'entreprise. On voit bien que des petites structures, notamment des PME, auront plus de difficultés à le faire. Voilà. Mais sur votre sujet, moi je suis preneur de votre exemple, peut-être, me faire parvenir, comme sur les OGA d'ailleurs, faites-moi parvenir vos propositions, ce que vous voulez faire, vos exemples concrets, peut-être il y en a certainement beaucoup d'autres, pour voir comment on peut peut-être faire évoluer les choses. Au niveau des libéraux, plutôt au niveau du FIPEL, surtout que c'est très très long et ils sont injoignables et il faut s'y prendre 9 mois à l'avance et on est bien. C'est vrai que là, c'est trop long. Bon. C'est trop long. Des questions ? Oui, des questions. Voilà. Oui, bonjour. Je voulais vous parler du dispositif NACRE, le nouvel accompagnement à la création reprise d'entreprise. Et au départ, on pouvait rentrer directement en phase 3 quand il a été créé. Maintenant, ce n'est plus possible et c'est vraiment un dispositif qui est intéressant, notamment en micro-entreprise, pour accompagner au passage du réel. C'est un dispositif qui est pris en charge par l'État. Et je trouve vraiment dommage que pour les micro-entreprises, il n'y ait pas cette possibilité de rentrer en phase 3. C'est quoi la phase 3 ? La phase 1, c'est en amont du projet. Oui, et la phase 3, c'est une fois qu'on est matriculé, ça dure 3 ans. Okay, c'est vraiment un dispositif qui est bien adapté pour accompagner l'entrepreneur au changement de régime. Voilà. Écoutez, là sur ce sujet, d'abord merci de votre témoignage, parce que vous voyez, c'est pas un sujet qui a été abordé dans les auditions que j'ai pu organiser. Cette question-là en particulier des phases 3 n'a pas été abordée, donc j'en ai pris note et puis je vais me renseigner de savoir
comment les choses pourraient évoluer, parce que c'est effectivement bête qu'on ne puisse pas y passer directement, surtout que quand on parle d'individualisation des parcours, ça serait quand même mieux, je pense, ce serait plus logique. Hein. Mais pareil, sur le dispositif NACRE, j'avais travaillé dessus en amont de la mission, en me disant c'est un sujet très intéressant qui mériterait d'être approfondi, mais là je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui travaille dessus pendant quelques mois et qui ne fasse que ça, quoi. Parce que il y a beaucoup à dire justement aussi sur ce dispositif, sur comment il pourrait évoluer, sur comment dire parfois les dérives aussi, il peut y en avoir, hein, et en même temps comment il peut être mieux évalué. Et j'ai rencontré dès le départ d'ailleurs une formatrice de Pôle Emploi qui m'avait sollicité pour demander un rendez-vous et pour m'expliquer ce qu'elle faisait justement, le travail qu'elle faisait d'accompagnement, et pour m'expliquer tout ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est un bon dispositif, mais qui mérite d'être développé, justement. Et c'est un coût. Oui, alors juste une question. En tant que délégué de la Fédération des auto-entrepreneurs, il y a un point qui n'a pas été abordé le 27 décembre dernier. Il y a une parution au journal officiel sur l'augmentation des cotisations sociales pour les activités libérales, qui passe de 21,3% à 23,3% au 1er janvier 2014 et qui passe à 25,2% au 1er janvier 2015. C'est paru au journal officiel le 31 décembre avec une application au 1er janvier 2014. Il n'y a eu aucune concertation à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire en étant moi, je préfère, si vous voulez, d'abord, je suis favorable à généraliser les tests PME. C'est-à-dire que quand on prend une mesure fiscale, voire sociale, qui touche les entreprises, d'abord, on teste avant, enfin, on en discute déjà, bien sûr, mais c'est important d'en discuter, c'est la base. Et puis ensuite, qu'on évalue les choses de manière à en voir les conséquences pour l'entreprise. C'est important. En même temps, quand c'est une augmentation de cotisation, on voit déjà rapidement le test. Dans ce domaine, personne ne sera content. Je veux dire, c'est l'augmentation de cotisation, donc de charge. C'est 10% d'augmentation. Tout à fait. Hein. Donc forcément, ça affecte les entrepreneurs. Mais je pense que là, sans doute, il y a peut-être manqué de dialogue, je pense, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas été au niveau des organisations nationales rencontrées, ni s'il n'y a pas eu d'échange, c'est un peu effectivement dommage sur la méthode déjà. Parce qu'après, vous auriez peut-être critiqué malgré tout la mesure si le choix avait été fait, parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix, voilà. Mais au moins, vous auriez été concerté. Bon. Et si vous voulez, si je peux me permettre, c'est encore une fois le même problème que celui qu'on a évoqué avec la réforme Pinel. Peu importe à la limite la décision finale qui sera prise, tant qu'on peut en discuter avant. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons pour augmenter les taux de cotisation, pour aligner un peu mieux les libéraux avec les autres, et sachant qu'on s'approche en plus d'une fusion des régimes. Mais le problème, c'est qu'on apprend ça sous une frite, comme on dit vulgairement. Le 5 janvier, on n'a jamais été appelé par le cabinet ministériel. Et le pire de tout ça, c'est même pas que l'augmentation va avoir lieu de 10%. C'est que les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs de manière générale, perdent confiance dans les interlocuteurs en face. Nous-mêmes perdons confiance dans ce qu'on peut nous dire au cabinet en disant « Oui, non, mais vous inquiétez pas, on vous parle de toutes les mesures, de toutes les évolutions. » Au final, on ne parle de rien. Donc on se dit, mais à un moment donné, quand est-ce qu'on va restaurer ce climat de confiance qui est nécessaire à tout développement économique ? Et on sait à quel point, dans les temps qui courent, on a besoin de confiance, de serrer les coudes entre les pouvoirs publics, les organismes d'accompagnement et les entreprises pour avancer. Donc c'est un éternel regret. J'espère que ça ne se produira plus par l'avenir, mais peut-être que je fais un vœu pieux, je ne sais pas. Faut pas oublier le chiffre d'affaires, effectivement, qui est donné depuis 5 ans. Enfin, voilà, tout s'est multiplié par 3. Enfin, c'est vraiment... N'oublions pas ça. Non, simplement, je suis assez d'accord pour ce que vous proposez, et notamment qu'on ait un peu de stabilité sociale et fiscale, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement perpétuel de textes qui arrivent et des amendements qui modifient les choses sans avoir eu de concertation au préalable. Et puis, alors, je pense qu'il y a un élément qu'il faut absolument que le gouvernement prenne en considération, mais ça a été aussi signalé au Premier ministre, c'est de regarder déjà en termes d'application si c'est applicable à la petite entreprise. Ce le sera forcément pour la grosse structure. Et peut-être raisonner, notamment à chaque fois qu'on envisage des modifications, quelles qu'elles soient, de regarder d'abord à l'appliquer à la petite structure. Et effectivement, nous sommes dans cet intérêt de demander pleinement à prendre en considération tout projet de loi ou toute modification de loi en fonction de
des entreprises de petite taille. Après, vous n'aurez aucun problème à l'appliquer aux plus grosses structures, bien évidemment. Et d'ailleurs, quand on parlait du CICE tout à l'heure, voilà un exemple parfait qui montre très clairement que la mesure était certes peut-être intéressante, mais inadaptée pour la petite structure et notamment la TPE. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on ait en France, et d'ailleurs ça existe dans d'autres pays européens, où il y a un regard précis sur les lois en fonction de la taille de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on éviterait un certain nombre, je dirais, de problématiques ensuite sur des obligations qui sont, même en termes de, je dirais, de réglementation, etc. On a un tas de choses qui sont pondues aujourd'hui et qui sont imposées aux entreprises. Quand on parle notamment d'accessibilité, problème d'accessibilité dans les entreprises et autres, si vous pouvez être le porte-parole auprès du gouvernement pour pouvoir essayer d'avoir un regard précis, mais ça, même Mme Pinel l'a entendu très souvent, de d'abord penser petit avant de penser grand. Laurent Guillaume, un mot de conclusion, avant de laisser un mot de conclusion à la fédération qui nous reçoit de la matinée, et avant de continuer les débats autour d'un verre, parce que je pense qu'on pourrait continuer toute la journée. Bon, d'abord, c'est un plaisir, bien sûr, d'être aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, à Nantes, parce que je trouve que c'est une agglomération qui est dynamique, où il y a beaucoup de choses qui... Et puis, je trouve que l'exemple intéressant aussi, c'est le travail que vous faites entre les deux chambres. Ça, je pense que c'est un exemple que je pourrais citer aussi dans d'autres déplacements, puisque j'irai à Angers la semaine prochaine. Mais justement, pour dire, c'est important. C'est important. Qu'à Nantes, on joue collectif. Voilà, mais ça, je sais ça. Je sais que vous jouez collectif. Puis il y a un bon capitaine. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important, c'est effectivement peut-être de sortir un peu des carcans, voilà, des choses habituelles. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent bon, tout ce qui a été fait avant était mauvais. Oui, bon, c'est parce qu'il y a eu un gouvernement avant, effectivement, de droite, je suis de gauche. Bon, il y a des choses qui ont été de bonnes choses, il y a d'autres que j'ai critiquées, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais il faut faire évoluer les choses et cheminer. Parce qu'il faut défendre l'intérêt général de notre pays. C'est d'abord ça qui est important. Et je crois que la difficulté qu'on a souvent, et on le voit dans les débats, etc., c'est que quand on parle d'économie ou quand on parle d'entreprise, on ne parle que du mauvais comportement. Le prédateur qui va dire moi, je suis à Chicago, je prends un morceau de la boîte là, je le déplace ici, je délocalise, et puis mes salariés vont former ceux qui vont prendre leur boulot. Voilà. Ça, c'est le comportement typiquement. On parle de celui-là. Mais en même temps, on ne parle pas de tous les autres. Et souvent, c'est vrai que ceux qui interviennent aussi dans des débats, que ce soit politiques ou des économistes ou autres, ils parlent de macroéconomie, ils parlent de grandes données globales. Or, l'entreprise, elle est dans des territoires. Elle n'est pas hors sol, l'entreprise. Elle est dans un territoire, elle se développe dans un territoire, elle a une empreinte sociale dans le territoire. Et heureusement. Voilà, et heureusement. Et je crois qu'il faut en revenir aussi là. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à avancer. Et chercher les bons exemples dans les territoires, les expérimentations qui fonctionnent, voilà, pour ensuite, pourquoi pas, les généraliser. Et c'est ça qui est aussi essentiel. Et je pense que si on s'appuie là-dessus, moi, avant d'être député, bien évidemment, j'ai été par exemple conseiller général, vice-président d'agglomération, etc. Donc j'avais aussi j'ai cette expérience de terrain. Et je crois que c'est vraiment essentiel de s'appuyer là-dessus. Voilà, et qu'on ait plus de témoignages aussi au niveau national d'entrepreneurs. Moi, j'ai créé, je ne vais pas être trop long, mais quand il y a eu l'affaire des pigeons, vous savez, le débat sur avant les poussins, il y a eu les pigeons. Et nous avions les canaris à Nantes. Oui, il y a différents réseaux. Et j'ai créé un groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle Entreprendre à gauche. Non pas que pour entreprendre, il faille être de gauche, ça peu importe, voilà. Mais c'est qu'on peut être de gauche et justement travailler sur l'entreprise, ou qu'on soit de droite, peu importe. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi que je voyais cette différence entre le local et le national. Quand vous rencontrez des élus locaux, en fin de compte, il y a un travail qui se fait au niveau local, dans la collectivité, des partenariats qui se nouent. Puis après, quand on est à un niveau national, on dit mais ils ne comprennent rien aux entreprises, etc. Et pourtant, c'est les mêmes. Ah bah oui, parce qu'en fait, en général, celui qui devient député, il a été élu local avant. Et donc, je ne vois pas pourquoi il y a une dichotomie comme ça, une opposition entre les deux. Et donc, ce que je fais, c'est que j'organise régulièrement, avec un groupe de députés, des petits déjeuners où on invite des entrepreneurs des différents départements pour échanger, mais sans rien leur demander. On n'attend rien de particulier d'eux. Nous, on n'a pas créé un micro-parti ou je ne sais quoi. La réalité, le quotidien. Voilà, ce qu'on veut, c'est échanger sur du concret. Et ainsi avancer, avoir des bons exemples. Voilà. Et je pense que si on fait tout ça, on va y arriver. Et puis sortir des oppositions. Voilà, il vaut mieux organiser des débats, que ce soit vif et même violent s'il le faut, non pas physiquement, mais dans les propos parfois. Mais il vaut mieux avoir ça
plutôt que de ne pas se voir, et ensuite avoir un phénomène de glaciation, et ensuite on sait où ça mène. Voilà. Donc la réalité des gens qui entreprennent, vous pouvez aussi le retrouver sur Ouest France Entreprise. Je vais clôturer, et donc voilà, parce que comme ça vous allez aussi retrouver la vidéo du débat. Donc ça c'est intéressant parce que ça a été riche, et vraiment merci beaucoup, parce que je pense qu'on va avoir une lecture des futurs débats parlementaires, d'une autre vision, on va suivre des points précis, et vraiment merci beaucoup Frédéric David. Donc merci beaucoup à messieurs les présidents, vice-présidents et députés d'avoir répondu présent à cette invitation. Je vais m'excuser auprès des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux parce que nous ne pourrons pas partager le cocktail avec eux. Mais vous allez pouvoir effectivement poursuivre la conversation. Je vais aussi remercier nos partenaires qui nous ont permis d'organiser cette rencontre, qui sont Harmonie Mutuelle, la Banque Populaire et Vos Portails. Et je vous invite à découvrir et redécouvrir et aller rencontrer donc, les organisateurs de cette conférence, qui sont l'ADI, BGE et la Fédération des auto-entrepreneurs. Une bonne journée à tous. Sinon, c'est pas grave, on s'en fout.